La machine à calculer, l'automobile, la bicyclette, le soutien-gorge ont pour point commun d'être des inventions françaises. Parmi la dizaine, voire centaine d'inventions prestigieuses à être de notre nation, nous avons la photographie et le cinéma. Le cinéma est un sujet majeur que nous devions de traiter tant il a un impact conséquent sur la société ainsi que sur l'art. Je ne suis guère spécialiste au sujet, bien que je m'y intéresse. J'ai alors décidé d'inviter 3 personnes qui s'y connaissent. Tout d'abord, Daniel Conversano, que vous connaissez tous. Je vous conseille d'acheter son livre Comment faire gagner Zemmour en 2027, que j'ai d'ailleurs. Merci d'être là avec nous ce soir, Daniel Conversano. Merci pour l'invitation et la petite présentation, c'est sympa. Ah bah d'ailleurs, je constate que votre chaîne YouTube Vive l'Europe a pour avant-dernière vidéo la scène du sabot dans le film Mystery, sorti en 1990, ainsi que j'avais vu un direct il y a 2 mois pour nous présenter un top 8 des films sourire, c'est-à-dire qui ne fait ni rire ni pleurer, mais suffisamment bien, avec une évolution positive dans l'histoire pour nous redonner le moral. Dieu sait qu'on en a besoin. Donc vous parlez également de cinéma sur la chaîne Vive l'Europe, qui sera bien évidemment dans la description, dans les commentaires des rediffusions sur Telegram et YouTube. Bonsoir Raphaël, adhérent Reconquête, merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Et enfin, Antoine Bernard, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir car vous êtes réalisateur, vous êtes aussi reporter pour TV Liberté ainsi que Brésinfo. Nombreux sont nos auditeurs à écouter Christophe, Romain Guérin, Larien, l'Armoricain et autres. Sachez que c'est Antoine Bernard, le réalisateur des clips de tous ces artistes. Merci d'être avec nous ce soir, Antoine. Merci Alexandre, merci. Salut à tous, salut à Daniel, salut à Raphaël. C'est d'ailleurs Antoine Bernard qui a réalisé le fameux clip Corona Folie que vous avez probablement vu, puisque la vidéo a eu un succès sur Facebook et sur YouTube. Et plus récemment, Méchant Blanc de l'Armoricain il y a 7 jours, avec Kiba, une musique qui parle des Français qui se font agresser par nos chances pour la France et qui n'ont jamais justice, malheureusement, à cause d'une justice trop conciliante avec les étrangers et parfois anti-française. Donc merci Antoine Bernard d'être avec nous ce soir. En parlant de justice, je rappelle que nous sommes sous le coup de la loi et que malgré le côté permissif de Telegram, chers amis, chers invités, soyez loquaces, mais ne soyez pas illégaux, excusez-moi, ne soyez pas illégaux évidemment. N'hésitez pas à rebondir sur les réponses des uns et des autres si vous le souhaitez. Les règles sont très simples, appuyez sur le microphone pour vous exprimer, appuyez de nouveau pour éviter tous les bruits parasites. Je vous propose qu'on entre directement dans le sujet, qui est le cinéma. Pour commencer, j'aimerais qu'on introduise ce sujet justement de manière générale. Daniel Conversano, on sait tous ce qu'est un film. Mais qu'est-ce que, selon vous, ce qu'on pourrait appeler un bon film? Alors là, je m'attendais à tout sauf à cette question. Parce que c'est une question qui est, en fait, qui est très lourde. Euh, Comment donner une définition simple pour une réponse, enfin pour une question aussi complexe? Je crois qu'en fait, un bon film, c'est comme tout ce qui est de qualité, c'est quelque chose qui a demandé du travail et qui, lorsqu'on le regarde, nous donne le sentiment de nous élever. Voilà, élever, ça veut pas dire forcément intellectuellement. Hein, c'est pas tout film n'a pas à être un film d'auteur exigeant intellectuellement, complexe, mais par exemple, nous créer une émotion qui nous élève, quelque chose qui nous fait pleurer, qui nous fait rire, qu'on va retenir. Voilà, je dirais, je vais donner une définition simpliste pour répondre à votre question. Pour moi, un bon film, c'est un film qu'on retient. Voilà. En général, un film qu'on retient a des qualités que n'ont pas forcément d'autres films. Moi, j'ai regardé comme la plupart des cinéphiles, j'ai regardé beaucoup de films dans ma vie, et il y en a un certain nombre, je dirais même, Antoine pourra le confirmer, parce que lui aussi est très cinéphile, très cinéphage même. Il y a un certain nombre de films que j'ai oubliés. Et en général, avec le recul, bah, ceux que j'ai pas oubliés, c'était les bons. Donc je dirais après, ils peuvent être bons de différentes manières. Parfois le scénario est bon, mais pas la réalisation. Parfois la réalisation est bonne, mais pas le scénario. Voilà. Parfois un film ne vaut pas grand-chose si on enlève son jeu d'acteur, donc on retient que le jeu d'acteur. Mais voilà une définition très incomplète, mais qui me convient d'un bon film. Un bon film, c'est un film qu'on retient et en général, quand on en parle aux autres, il a aussi retenu l'attention des autres. Donc il y a un consensus en général de ce point de vue-là.
Un bon film est un film que l'on retient. Ça dépend évidemment, je suppose, de la mémoire sélective. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Antoine Bernard? Absolument. Moi, j'aurais dit qu'un bon film, c'est un film qui laisse une trace, quoi. Un film qu'on retient, qu'on a envie de revoir, qui nous apporte des émotions. Je dois être... Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je dis, j'ai rien de plus à ajouter. Très bien. Voilà. Bah, je dois avoir une mémoire un peu masochiste, parce que je me rappelle autant de très bons films que de catastrophes. Je pense notamment à des films d'Uwe Boll que j'avais regardé, House of the Dead, par exemple. C'était des catastrophes, ces films. Et ils étaient tellement catastrophiques qu'ils m'ont marqué. Donc finalement, est-ce qu'ils deviendraient pas bons à force d'être nanardés? C'est une question intéressante. Je sais pas si vous connaissez Uwe Boll. Du tout. Ah oui, personnellement, je connais très très bien. C'est un réalisateur allemand qui s'est servi de logique d'aide aux subventions d'impôts pour réaliser des films absolument terribles et qui s'est fait sa renommée uniquement sur des films très très mauvais. Et donc justement, pour moi, ça répond à la question, non, un bon film, c'est pas uniquement un film dont on se souvient. Parce qu'on peut se souvenir de films comme ayant été des expériences particulièrement désagréables. Ah, je peux comprendre. De toute façon, on a tous cette définition de qu'est-ce qu'un bon film, évidemment. Et ça a été intéressant, je pense, que chacun ait pu donner la sienne. Raphaël, justement. C'est pas dans le sujet du soir, mais Uwe Boll a réalisé une suite de deux films qui est très célèbre, qui est apprécié par certains nationalistes et que je déteste, mais le titre m'échappe. Des films extrêmement violents, peut-être Raphaël ou Antoine s'en rappellent. Violents mais cons, quoi. Alors, il y a Darfour qui se passe, je crois, en Iran ou en Afghanistan, qui est un espèce de nanar pro-US. Et il y a Postal, où c'est juste les aventures d'un psychopathe qui se bat avec une arme et qui tire sur tout ce qui bouge, qui est complètement loufoque et absurde, mais dans le mauvais sens du terme. Pour celle qui est ça me paraît important de le préciser, une adaptation d'un jeu vidéo qui est tout aussi absurde. Ouais, en fait, je crois que c'est Rampage. Voilà, je pensais à Rampage. Après, c'est une définition qui peut marcher pour tous les films du Bébol. Mais je connais. En fait, bien évidemment, on retient parfois un film par sa médiocrité, mais il aurait fallu compléter en disant que un bon film, c'est qu'on le retient, mais d'une façon positive. C'est-à-dire, on se dit, parfois une chanson, un événement de vie va nous rappeler ce film parce que une scène ou l'intégralité du film nous a marqué, quoi. Mais c'est vrai qu'un film, par exemple, extrêmement bête ou extrêmement violent, mais mauvais, médiocre, peut aussi nous marquer négativement. Alors, personnellement, si je devais définir ce qui, à mon sens, est un bon film, sans repartir dans la définition type Arendt et Kant, je pense que c'est globalement un objet de pure contemplation qui est destiné à faire ressentir du beau en passant par une technique propre. Donc ici, le cinéma, c'est littéralement écrire avec du mouvement, donc ça va passer par toute la technique cinématographique, le montage, le cadrage, la colorimétrie, tout ça dans le but de provoquer des émotions et une réflexion qui va nous amener d'abord du plaisir, mais aussi de bonnes impressions. Bah, très bien. Moi, je pense que vous avez parfaitement répondu à ma première question. Je vais directement enchaîner avec Raphaël, puisque vous avez été le dernier à vous exprimer. Raphaël, nous avons vu que le cinéma est français, et avec l'émergence d'Hollywood il y a quelques décennies, et même de Netflix ou Amazon Prime plus récemment, quel est le poids aujourd'hui du cinéma français sur la scène internationale? Alors après, l'émergence d'Hollywood, c'est quelque chose qui est apparu il y a quand même très très longtemps. C'est-à-dire que je rappelle qu'en 1960, justement, Hollywood était en perte de vitesse et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, c'est-à-dire finalement toutes ces institutions qui ont décidé pour relancer un petit peu la machine de se lancer dans des films très très fastueux, très très dans le grandiloquent. C'est l'époque des grands péplums et c'est un peu à ce moment-là où Hollywood s'est noué avec la logique de grands spectacles et de très très grands divertissements avec des grands budgets destinés à faire rêver tous les spectateurs. Donc Hollywood, ça fait très très longtemps que ça a un poids assez élevé. Justement, à l'époque, la concurrence française, je pense notamment à la nouvelle vague, donc fin années 60, était présente et était très très existante. C'est-à-dire qu'à l'époque, Godard à l'international, on s'en rend peut-être pas compte, on a tendance à l'oublier. Je sais que c'est un nom qui peut paraître un petit peu éculé, mais c'est quelqu'un qui avait du poids. Avec le temps, disons que les États-Unis sont obtenus une place, un véritable monopole dans le cinéma à grand spectacle, et ayant une logistique et des moyens de distribution qui sont bien supérieurs à ceux qu'on a en France. Ce qui pour moi d'ailleurs le vrai problème du cinéma français, c'est pas tant la réalisation que les moyens de distribution.
on arrive à des logiques de consommation rapide et par les plateformes type Netflix ou Amazon Prime qui sont tenues par les comptes américains uniquement dans le but de nous transmettre des films de qualité médiocre. L'idée étant de faible coût de production pour une rentabilité maximale. C'est-à-dire que globalement, Netflix va ramener tous les ans 2 ou 3 bons films, 2 ou 3 bonnes séries et va capitaliser ensuite sur des séries B, sur des séries Z et sur des produits qui sont très très peu chers à réaliser. Cependant, je mets une nuance, c'est que Netflix permet aussi parfois de servir de plateforme et de pont pour de bons éléments. Par exemple, le dernier Jeunet, qui s'appelle Big Bug, je crois, est disponible sur Netflix. Donc ça veut dire que Netflix commence à pouvoir mettre en avant des films français, des films d'auteurs français, ce qui reste quand même une bonne nouvelle. Effectivement, c'est un outil assez immense qui permet pas mal de choses, y compris découvrir des films français et des films d'auteurs. Antoine Bernard, vous connaissez le cinéma d'hier. Sans remonter aux films muets, nos parents et même notre enfance étaient bercés, notamment par la comédie de Funès, de Depardieu, Pierre Richard, Galabru et tant d'autres. Le cinéma français, aujourd'hui, est-il à la même hauteur? Et que peut-on espérer pour les années à venir? Bien sûr que non, nous pouvons espérer que ça aille mieux. Enfin, non, les comédies, c'est absolument dramatique, vous serez d'accord avec moi. Après, moi, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce qu'il y a quand même des réalisateurs français, moi, que j'aime beaucoup, notamment dans la comédie. Je pense à Quentin Dupieux, Kervern et Delépine, comment il s'appelle, Albert Dupontel. Tous ces artistes-là, pour moi, font encore des bons films et des bonnes comédies, quoi. Après, évidemment, on n'est pas, au niveau des dialogues, on n'est pas au niveau d'Audiard, c'est sûr. Et excusez-moi, je vois qu'il y a Raphaël qui veut réagir. Ouais. Raphaël, je te donne la parole. C'était une simple remarque. Oui, je suis d'accord, il y a des réalisateurs contemporains qui sont très très bons. Donc effectivement, Dupieux et Dupontel sont excellents. Sauf que Dupontel, mine de rien, commence à avoir de l'âge. Si on remonte au créateur, ça a commencé à avoir pas mal d'années. Et pourtant, ses derniers films restent somptueux. Au revoir là-haut ou Adieu les cons, enfin, c'était très bon. Cependant, pour moi, on peut pas vraiment les cataloguer comme étant des films comiques. C'est-à-dire que ce sont des films qui peuvent être comment dire, agréables à regarder, divertissants, mais pas des films qui suscitent le rire. En règle générale. Comédie dramatique. Oui, à la limite. Bah, très bien. Bah, merci à vous d'avoir répondu. Donc actuellement non au niveau des comédies. Il y a d'autres genres sur lesquels il faut se concentrer et on peut espérer mieux pour l'avenir, si je résume vos deux réponses. Daniel Conversano, Disney, le plus grand studio de films d'animation au monde et qui a une énorme influence sur les enfants et donc sur l'inculcation des valeurs, fait beaucoup parler de lui en tombant dans l'idéologisme wokisme et ce faisant à ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, soit désavouer ses productions passées. J'ai vu notamment Blanche-Neige, etc. Selon vous, Daniel, est-ce problématique de tenter d'effacer des consciences, des films très marquants et presque finalement toucher à l'histoire du cinéma pour des raisons idéologiques? Oui, alors c'est une question plus politique que cinéma, mais j'y réponds quand même parce qu'elle est intéressante. Alors déjà, pour revenir à la question précédente, je voulais simplement dire que selon moi, il n'y a pas que le cinéma français qui est en crise. Évidemment, si on cherche des chefs-d'œuvre dans le cinéma français, on va le trouver plutôt dans le temps passé. Mais en fait, c'est la même chose à l'étranger. C'est la même chose. Attention, il y a des bons films qui se créent aujourd'hui, mais des films légendaires qui vont marquer l'histoire du cinéma pour des décennies, ça fait 20 ou 30 ans qu'il y a de moins en moins de films comme ça, parce que le cinéma a toujours été une industrie, mais maintenant, il n'est qu'une industrie. Et aux États-Unis, pour moi, il y a un fléau. On n'est pas trop dans le sujet de jour, mais comme vous posez une question sur Disney, ben, je suis parti un peu du côté américain. Il y avait Scorsese il y a quelques années qui a créé une polémique parce que Martin Scorsese, donc, qui est un très grand réalisateur, qui a réalisé à la fois des films d'auteur, euh, voilà, comme Taxi Driver, mais aussi des blockbusters, hein, des films qui ont très bien marché au box-office. Donc en fait, il est un peu des deux côtés et lui, il regrette la mode des films de super-héros. Voilà, il dit au début c'est enthousiasmant de voir des films de super-héros, mais maintenant il n'y a que ça. La moitié des films qui sortent dans l'année, c'est des films de super-héros. On les oublie immédiatement après les avoir vus. Et donc, voilà, lui, il est assez inquiet de l'avenir du cinéma. Il dit finalement, on critique beaucoup Netflix, mais Netflix va permettre de financer aussi des projets plus indépendants, alors qu'Hollywood ne prend plus aucun risque. Donc voilà, je pense qu'il y a une crise mondiale artistique du cinéma. À côté de ça, il y a autre chose. Il y a une gauchisation en fait des scénarios de films. Mais quelque part,
moi qui regarde des films de toute époque, force est de constater, et j'adore le cinéma, hein, c'est vraiment une passion, mais le cinéma a toujours été quand même tenu en partie par la gauche. Si on voit même des acteurs qui ont légendaires, hein, que tout le monde vénère, comme De Niro. De Niro, c'est un mec qui est à gauche, mais qui est engagé à gauche, qui a milité contre Trump quand celui-ci est arrivé au pouvoir. Et en fait, je dirais que 99% des milieux du cinéma, quand même, c'est des gens comme ça. Donc ça, c'est regrettable. Et il était normal que ça aboutisse finalement à une période ultime qui est celle du wokisme, où carrément, je dirais, c'est une accélération en fait du processus de gauchisation des esprits. Mais l'espoir, apparemment, est dans le fait que les films Disney qui ont trop versé dans le wokisme sont des demi-échecs au box-office. Donc peut-être que pour des raisons purement mercantiles, cette période qu'on vit de blackwashing aussi, où on va mettre systématiquement des acteurs noirs ou des personnages noirs là où il faudrait mettre des personnages blancs, un peu comme Antoine l'a dit tout à l'heure, je suis optimiste de ce point de vue-là. Je pense que c'est une mode médiocre et qui passera. Les gens s'en lasseront eux-mêmes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Stranger Things. Alors moi, j'ai regardé 2-3 épisodes. En fait, j'ai tout de suite compris le principe. En fait, Stranger Things, c'est projeter les gens dans l'ambiance années 80 et détruire en quelque sorte leurs souvenirs en incluant de la diversité dedans. C'est-à-dire que la culture des années 80, notamment musicale, est un refuge pour les nationalistes et pour les blancs en général, parce que c'est une culture qui est encore majoritairement blanche. Et Stranger Things, en fait, nous projette comme ça dans une espèce de passé, en souillant en fait cette mémoire, en introduisant une diversité qui n'a pas lieu d'être et qui est mythifiée en quelque sorte. Donc, bref, je suis parti loin, mais je pense que c'est un vrai problème, effectivement. Et moi qui ai des enfants, leur montrer des films qui ne soient pas, même des films pour enfants, hein, qui ne soient pas englués dans cette idéologie, bah, c'est très compliqué. Merci beaucoup pour votre réponse, Daniel Conversano. Et effectivement, puisque nous sommes sur une émission du Parti de la France, il y aura quelques questions politiques qui concernent le cinéma, bien sûr, puisque nous sommes le Parti de la France. Et je tenais aussi à rajouter concernant ce côté vivre ensemble, qu'il y avait le film Buzz l'éclair, qui avait un quota assez élevé d'Afro-Américains dans l'eau, mais surtout, c'est pas tant ça qui a été retenu, c'est surtout le baiser entre deux femmes, qui a valu l'interdiction de ce film-là aux Émirats Arabes Unis le 13 juin. Et d'ailleurs, concernant aussi les idéologies à travers les films, on parlait de comédie française tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça reste les enfants d'un boomer qui se marie avec une ethnie différente. Continuons maintenant, sauf si quelqu'un veut rebondir sur la réponse de Daniel Conversano, puisqu'elle était très intéressante. Alors oui, moi j'aurais bien voulu rebondir sur un point. Je considère qu'en tant que cinéphile, la couleur politique des films ne doit pas forcément être ni un problème, ni un signe de décadence. Bon, le wokisme c'est particulier parce qu'il y a une logique de censure et de réfréner l'esprit créateur. Donc ça évidemment c'est un souci. Mais si vous prenez tous les grands cinéphiles des années 50-60, la plupart étaient engagés à gauche. Prenez Pasolini, extrême gauche, vous prenez, je ne sais pas, par exemple Godard était plutôt engagé, Fritz Lang, qui même si à un moment était plus ou moins soupçonné d'accointance avec le fascisme, a fini par tourner plutôt communiste. Pourtant, il n'empêche que ce sont des cinéastes absolument extraordinaires qu'il faut regarder, auxquels je prends plaisir à regarder. Et vous prenez l'incarnation même du gauchisme pré-21e siècle, Kassovitz. La haine est objectivement un film extraordinaire qui maîtrise son sujet, qui maîtrise une technique avec des bons acteurs, une mise en scène qui est léchée, qui est maîtrisée. Donc je pense pas qu'on doit se faire se focaliser sur la couleur politique des films, plutôt leur qualité intrinsèque. Donc retenir le film en question pour une question par un prisme artistique et non politique. Et Raphaël, justement, puisque vous parlez de ça, j'aimerais vous interroger là-dessus. Vous connaissez évidemment le festival de Cannes, mais connaissez-vous le Queer Palm ? Est-ce que vous connaissez ? Absolument pas. Je vais vous décrire ce que c'est. Le Queer Palm est le prix LGBT+, qui existe depuis 2010, qui récompense chaque année les films, courts-métrages et longs-métrages traitant de féminisme et de déconstruction du genre. Est-ce que selon vous, c'est galvauder le cinéma en tant que production artistique de récompenser des films pour des raisons idéologiques et dans notre cas déconstructrices ?
Bon, là, effectivement, c'est une entrave à l'esprit créateur parce que ça recentre forcément les logiques de production et de réalisation autour d'une idéologie, ce qui, de mon point de vue, est plutôt malvenu pour le cinéma, qui devrait justement se servir des idéologies et des idées qui l'animent pour faire preuve de créativité et toucher un maximum de gens dans un but esthétique. Après, honnêtement, ça m'a l'air de viser une telle niche et d'être tellement particulier que ça va créer un entre-soi où seuls les concernés se sentiront concernés. Ça ne m'inquiète pas outre mesure. Déjà que le Festival de Cannes a parfois cette tendance à n'intéresser que les gens qui y sont contenus, parce que, comment dire, il y a une certaine difficulté à la distribution entre les films qui sont félicités dans le festival et à l'extérieur. Donc bon, ça ne m'inquiète pas spécialement. Après, oui, je tiens à préciser, parce que j'ai peut-être mal fait la précision, le Queer Palm, donc cette distinction LGBT+, fait partie et est complètement inhérente au Festival de Cannes. C'est pas quelque chose d'extérieur à cette organisation, c'est vraiment partie de l'organisation du Festival de Cannes. Donc, qui jouit d'une certaine visibilité aussi également. Même si beaucoup de personnes ne le connaissent pas, hein, je le concède totalement. Antoine Bernard, vous êtes réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier? Quel est votre rôle dans la fabrication d'une œuvre audiovisuelle? Et quelles sont les qualités requises pour réaliser correctement? Alors, à titre personnel, je suis réalisateur, j'ai écrit les scénarios, je suis également reporter. Et alors, c'est quoi la deuxième question? Sont les qualités pour être un bon réalisateur requises? Les qualités, eh ben, maîtriser la technique déjà. Et puis, voilà quoi, à part ça. C'est des questions assez ouvertes à chaque fois. Oh, excusez-moi, vous êtes réalisateur depuis longtemps, si vous voulez. J'affine. Est-ce que vous êtes réalisateur depuis quelques années? J'ai 30 ans, je fais ça depuis mes 15 ans, ouais. Après, je n'ai aucune formation. Moi, j'étais chaudronnier dans la construction navale pendant 12 ans. Et je faisais ça en tant qu'amateur. Et ça fait 1 an et demi que je me suis lancé à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Félicitations. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser, justement? Eh bien, qu'est-ce qui m'a donné envie de réaliser? Je suis tombé sur Tarantino, un peu comme tout le monde, quand j'avais 14-15 ans. Et ça a été une claque, en fait. C'est surtout à la fin de la cassette, il y avait le making-of du film. Et c'est là que j'ai eu envie de... Enfin, ce côté caméra, le côté pellicule, tout ça, c'est un univers assez incroyable, quoi, qui m'a donné envie de m'y intéresser, tout simplement. Merci en fait d'avoir exprimé votre expérience et d'avoir partagé votre passion et votre métier du coup en tant que réalisateur. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Daniel Conversano, j'ai vu récemment que vous organisiez un concours de romans, l'art littéraire donc. Pensez-vous que ces deux arts, le cinéma et la littérature, sont liés et en quoi le sont-ils, pardon? Bah, tout simplement, il y a un certain nombre de films qui sont tirés d'œuvres littéraires. Donc, je pense que ça va plutôt dans ce sens que dans l'autre. Quoique, je crois me rappeler qu'il y a quelques exemples du contraire, quelques films qui ont donné lieu ensuite à des bouquins. Mais oui, les grands réalisateurs sont souvent des grands lecteurs et parfois ils adaptent des scénarios. Enfin, ils adaptent des livres en scénario. Donc forcément, il y a pas mal de grands livres de littérature que j'aimerais bien avoir portés au cinéma. Après, certains réalisateurs ont des théories. Ils disent qu'un grand roman ne peut pas faire un beau film. C'est vrai, par exemple, j'essaie de réfléchir à ce qu'un grand roman de Dostoïevski a déjà donné lieu à un grand film basé sur une histoire de Dostoïevski. Pas vraiment, peut-être parce que la puissance intellectuelle qu'il peut y avoir dans un livre ne peut pas être retranscrite à l'écran. En revanche, des romans moyens ont donné lieu à des grands films. Par exemple, souvent Stanley Kubrick prenait comme base un roman, le transformait en scénario et ensuite faisait un film derrière. Par exemple, si on prend Shining, Stephen King n'était pas content de la version que Kubrick a fait de Shining. Et pourtant, je crois que le film pour avoir lu les deux, il me semble bien meilleur que le bouquin. Même si, attention, Stephen King est très bon dans son domaine, hein, mais je pense que Kubrick l'a sublimé. Donc oui, il y a un lien. Moi, je sais que j'aime ces deux formes d'art. Je regrette que les gens aujourd'hui ne prennent plus le temps de lire parce qu'on est on est dans la culture de l'immédiat, donc les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Justement, moi j'ai été un gros lecteur de 19 à 25 ans en fait quand j'étais étudiant.
Et puis ensuite, avec la vie active qui vient et les enfants, on perd on perd un peu le rythme de lecture. Et j'y reviens en ce moment. C'est pour ça que j'organise un concours de scénario, un concours de romans. C'est que je reviens à la littérature parce que, en fait, j'ai envie de transmettre cette culture-là à mes enfants et pour la transmettre, il faut la connaître bien. Donc j'y reviens en ce moment et c'est pour ça que j'aimerais apporter, pour finir de répondre à la question, j'aimerais apporter mon petit plus justement dans la sphère nationale. Et il y a beaucoup d'essais politiques qui sont produits. J'en ai moi-même écrit un que je viens de sortir, mais j'aimerais voir plus d'œuvres de fiction. Donc voilà, j'espère que des petits gars comme Antoine vont réaliser leurs films et que jeunes romanciers en herbe vont participer à ce concours et que j'aurai le plaisir de les faire découvrir à un public. Parce que ça fait du bien de s'échapper du monde, en tout cas de prendre du recul par rapport au monde et de faire comprendre quelque chose par l'intermédiaire de la fiction. Je crois que c'est ce qui manque vraiment à droite. Il faut préciser que réalisateur et scénariste sont deux métiers différents. Un romancier peut très bien être un bon scénariste. Absolument, tout à fait. Et alors après, ce que je voudrais rajouter, c'est que le cinéma français a une grande culture d'adaptation littéraire. Par exemple, un des Godard les plus connus, Le Mépris, vient d'un roman italien à la base. Ce qui me laisse à penser que ce qui fait une bonne adaptation, c'est pas tant que le roman doit être un roman moyen pour être sublimé par les arts cinématographiques, c'est que ça doit être un roman qui est intimiste, qui se ressent sur le personnage. Un exemple le plus récent et contemporain, et qui est un exemple d'ailleurs moderne de ce que le cinéma français peut nous offrir de beau, c'est Au revoir là-haut, qui a été adapté par Dupontel en 2016, qui est un film absolument somptueux à tous les égards. Et alors, il y a assez longtemps, Pierre de La Rochelle, qui est un auteur qui est assez sulfureux, a été adapté, donc dans les années 60 sous De Gaulle, par Louis Malle. Et encore une fois, alors Le Feu follet, qui de mon point de vue est un livre absolument fabuleux, qui est aussi très très bien reçu, qui à la base devait être réalisé par Roger Nimier, mais qui ne pourra pas en raison d'une mort précipitée. Voilà pour l'anecdote. Merci beaucoup pour cette anecdote. Et Daniel Conversano, justement, vous parliez de romans que vous aimeriez aussi voir au cinéma. Il y a un roman français que vous aimeriez voir adapté au cinéma? La Dame aux camélias. J'aimerais, c'est un de mes romans préférés. Alors peut-être qu'il y a déjà une adaptation, honnêtement, je ne sais pas, mais pas à la hauteur, je pense, de l'œuvre. Et ça ferait un beau drame, ça ferait un très beau film, je pense. Et après, je sais pas qui pourrait le réaliser dans le. Peut-être Bertrand Bonello. Bertrand Bonello pourrait réaliser La Dame aux camélias, mais c'est un réalisateur contemporain qui a une cinquantaine d'années maintenant, mais je crains qu'il fasse quelque chose d'un peu pervers parce qu'il y a une forme de perversité dans son cinéma. Mais c'est un très bon metteur en image, en tout cas. Vous pourriez nous parler de ce livre, La Dame aux camélias? De quoi parle-t-il? En quoi est-il si Oui, intéressant? oui, alors rapidement, ça pourra paraître étrange. Là, je regardais justement qui est en train d'écouter l'émission, c'est essentiellement des hommes. Et c'est vrai que quand on voit un titre d'un roman qui s'appelle La Dame aux camélias, on se dit bon, je suis un mec, est-ce que ça va m'intéresser quoi? La Dame aux camélias, ça va parler de quoi? Ça va parler de gonzesse, ça va parler de fleurs. Et je me souviens que c'est Romain Guérin, notre ami Romain Guérin, qui m'avait conseillé la lecture de ce livre. Et en général, quand un ami vous conseille quelque chose, c'est qu'il vous connaît, donc voilà. Alors je l'ai lu. En fait, ça raconte une histoire d'amour entre un homme de modeste condition et une prostituée. Enfin, oui, l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui les sugar baby, quoi, une accompagnatrice. Et en fait, c'est une histoire d'amour impossible en quelque sorte. Et au fur et à mesure de l'histoire, d'où vient la beauté, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que cette femme qui est qu'on prend pour une harpie, pour une femme méchante, en réalité a bon cœur et qu'elle tombe vraiment amoureuse de lui. Et donc en fait, c'est une histoire d'amour, hein, tout simplement. C'est une histoire d'amour, mais qui contient énormément de chagrin et de force. C'est un livre bouleversant, tout simplement. Voilà. Merci, je me suis permis de faire quelques recherches par conséquent sur le livre d'Alexandre Dumas, La Dame aux camélias. A priori, il y aurait eu une adaptation cinématographique en 1981 qui n'a pas vraiment marqué les esprits de ce que je peux lire, qui n'a pas réellement été à la hauteur donc du roman. Donc peut-être s'il était adapté une fois, il le sera peut-être un autre jour. Sait-on jamais. Déjà, il faudrait essayer d'adapter Les Trois Mousquetaires convenablement au moins une fois, quoi. Donc, Ce serait une bonne chose. Mais c'est un peu amusant. C'est vrai.
Il sera assez amusant de voir, je trouve, que certains auteurs ont été énormément adaptés et très bien adaptés. Je pense à Romain Gary ou surtout à Marcel Pagnol, qui a vu la quasi-totalité de son œuvre adaptée, et alors par des acteurs très très influents, on va dire, dans la sphère francophone. Je pense à Yves Montand ou Depardieu. Ce qui témoigne peut-être d'une époque, ça fait quelques décennies maintenant, il me semble, où finalement la culture française réussit à s'étendre sur plusieurs médias, donc à la fois la littérature qui ici rejoignait le cinéma, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que le cinéma français est maintenant de plus en plus resserré, j'aurais tendance à dire, et a de plus en plus de mal à s'étendre sur l'international, même s'il y a une légère évolution depuis, je dirais, 2016-2017. Et la littérature, alors pareil, on a de moins en moins de lecteurs en France, c'est juste que ceux qui lisent de plus en plus. Mais donc, ce sont des médias qui ont quand même tendance à avoir un léger recul à titre individuel. Ah, c'est un point de vue intéressant. Et aussi pour revenir sur Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis pas objectif parce que c'était tourné dans ma ville à Dijon. Oh, j'ai trouvé ça pas si mal. J'ai trouvé ça plutôt réussi. Après, j'aime beaucoup Gérard Depardieu également, donc ça va peut-être jouer. Je sais pas ce que si j'imagine que vous l'avez vu. Excellent. Non, je suis d'accord. C'est une très bonne, c'est un feuilleton en quelque sorte. C'est en plusieurs parties et j'en garde un très bon souvenir. Idem pour moi. Antoine Bernard et Raphaël. Quand je me mets à la place du grand public, je me dis que les films français mis en avant aujourd'hui sont des films avec Kev Adams, qui n'est pas au niveau d'un Louis de Funès, bien évidemment. Que diriez-vous au grand public qui pense de manière significative que l'industrie du cinéma propose de la moins bonne qualité que dans les années 70-80? Raphaël d'abord, ensuite Antoine. En fait, il faut déjà comprendre que le cinéma s'étend sur, comment dire, je dirais que le cinéma est tricéphale. Il y a les films de grand divertissement, la place que s'est occupée, on va dire, Hollywood. Il y a ensuite le cinéma d'auteur, qui va plutôt être retrouvé, par exemple, dans le Festival de Cannes. Et on a à côté le film que je qualifierais de populaire, le film comique, qui est une catégorie qui a vraiment énormément évolué avec le temps. Aujourd'hui, le film comique, globalement, essaye de capitaliser sur la sympathie qu'ont les spectateurs envers des figures qui ont déjà marqué les esprits. Alors, par exemple, pour les plus âgés d'entre nous, ça va être l'équipe du Splendide, donc voilà, Thierry Lhermitte, Christian Clavier et consorts qui vont toujours ressortir. Le simple fait de les voir à l'affiche vont attirer de l'audimat et donc faire du chiffre. Et pour les populations les plus jeunes, on va débaucher des stars soit de stand-up comme Kev Adams, ou alors débaucher des stars plutôt internet. Même si cependant il existe des transfuges, si vous prenez par exemple le Palmacho, qui a quand même beaucoup touché les gens de ma génération, Grégoire Ludig et David Marsay ont fait une tentative dans le cinéma, on va dire, comique. Ça a été un semi-échec, mais ils ont réussi à se faire voir et ensuite passer directement dans la case du cinéma d'auteur et sont maintenant des habitués du cinéma de Quentin Dupieux. Merci pour votre réponse, Raphaël. Antoine, dois-je répéter la question ou... Oui, après, c'est pareil, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ah bah d'accord. Du coup, je vais vous poser une autre... Si je peux me permettre. Bien sûr, Raphaël, on vous écoute. Alors, il y a une tradition qui est assez spécifique à la France, que je trouve très intéressante, qui nous date de, alors, si je dis pas de bêtises, de Coluche. En fait, Coluche, qui en avait assez d'être perçu uniquement comme un comique et un guéluron, donc sous-entendu sans aucun talent dramatique, a voulu changer son image et il a accepté de tourner dans un film qui s'appelle Ciao Pantin, où il joue le rôle assez sinistre d'un pompiste qui se retrouve mêlé, si je ne dis pas de bêtises, à une histoire de trafic de drogue avec des amis, etc. Et on voit Coluche dans un film dramatique et enfin il mérite son statut d'acteur. Et c'est une tradition que beaucoup d'acteurs comiques mettront en œuvre. Par exemple, Bourvil, qui était connu pour être voilà le gendarme, plutôt le personnage bon enfant, va tourner dans un film de Melville, Le Cercle Rouge, où il va occuper une place d'inspecteur très très crédible et très très sinistre. Et c'est une tradition qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, Dujardin, avant de commencer à tourner dans des films plus sérieux, il est passé par La French. Et on peut même voir Danny Boone dans le film sur les trêves dans les tranchées, Première Guerre mondiale, j'ai oublié le nom, vous m'excusez. Et là-dessus, ça me permet aussi... Joyeux Noël. Ah oui, Joyeux Noël, voilà, merci beaucoup. Et après, ça me paraît encore de parler de pourquoi je considère que le Festival de Cannes est opaque. Vous prenez Michael Youn, je crois que c'est en 2007 ou en 2008, sort un film dramatique qui s'appelle Héros, où il met une espèce d'autobiographie romancée, où il se met en scène comme comique dépressif.
qui vit très très mal sa condition d'artiste, en permanence happé par le public en lui demandant de rire, alors que le type est triste comme les pierres. Œuvre dramatique qui a un énorme triomphe à l'entrée du Festival de Cannes, je crois, 2007. Tout le monde glorifie le film. Enfin, Michael Youn mérite son statut d'artiste dramatique. Et résultat, en dehors du Festival de Cannes, le film est oublié sous les applaudissements. Absolument personne, le kidam moyen, n'a juste pas vu ce film. Et je suis à peu près sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. J'avais C'est le une histoire DVD, je l'ai incroyablement perdu. dépassée. C'était Pardon. un très bon film. J'avais le DVD, je l'ai perdu, mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, ouais. Pourtant totalement inconnu. À titre personnel, je le connaissais pas, je vous avoue. Après, je sais pas. Moi, je représente le français moyen au niveau du cinéma. Donc, je suis cette composante-là. Je suis le tiers état du cinéma. Non, plus sérieusement. Je vais revenir à Daniel Conversano. Daniel Conversano, je me dois de vous poser cette question. Aujourd'hui, il est très rare de tomber sur un film sans qu'il y ait des acteurs issus de la diversité. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Un film ayant échappé à cette règle et ayant eu un franc succès est Le Seigneur des Anneaux. En sachant qu'une nouvelle série, Le Seigneur des Anneaux, qui est en préparation, avec un casting bien revisité, avec beaucoup de diversité, pensez-vous qu'un film avec un casting entièrement blanc est encore possible en Occident à notre époque? Oui, alors il y en a, j'en vois parfois, ou alors des films où simplement vous allez voir des noms blancs, ils vont être plutôt des personnages secondaires. Je pense notamment à une série qui n'est pas française, mais qui est européenne, qui est allemande, qui s'appelle Dark. C'est une série qui d'ailleurs est passée sur Netflix, si mes souvenirs sont bons. Elle est pas si vieille, elle a 3-4 ans, peut-être un peu plus, mais voilà, ça a moins de 10 ans. Donc, c'est une série fantastique, en quelque sorte, et je ne crois pas qu'il y ait un seul personnage qui ne soit pas européen. Donc, comme quoi c'est possible. Voilà, récemment aussi, j'ai vu encore une fois, c'est une série, un feuilleton qui se passe en Islande, et ils ont le bon goût en Islande apparemment, en Islande, il n'y a pas suffisamment de diversité sur place pour l'inclure au scénario d'un film. Donc oui, ça arrive, mais c'est de plus en plus rare. Il faut quand même reconnaître que le cinéma américain, ça fait maintenant plusieurs décennies, hein, qu'il y a des quotas tacites, hein, c'est-à-dire il va toujours avoir, dans un film policier, il y aura l'inspecteur noir. À tel point qu'on se dit, mais finalement, est-ce que dans tous les commissariats américains, il y a forcément des inspecteurs noirs? Non, pas forcément. Mais dans les films, oui. Et en général, en plus, c'est pas tellement le problème qu'il y ait de la diversité dans un film, parce qu'à la limite, si l'action d'un film se passe dans le monde présent, en 2022, ça ne me choque pas dans un film de voir des Nord-Africains, des Orientaux en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans des films qui viennent de ces pays-là. Mais c'est quel rôle on leur donne? Et c'est à travers les rôles qu'on leur donne qu'on voit qu'il y a une idéologie. Par exemple, c'est le phénomène bon, je sais pas si je peux le dire là, mais du noir intelligent. C'est-à-dire, ça va être dans les films américains, le noir va souvent être le personnage le plus sage, le personnage qui va résoudre, démêler les fils de l'intrigue. Vous prenez un film très connu qui est Seven. Dans Seven, en fait, beaucoup de gens ont vu Seven ici, c'est un polar et un polar dramatique. Et donc, ce sont deux policiers qui sont à la recherche d'un serial killer. Et ces deux policiers, il y en a un, c'est Brad Pitt. Alors, c'est un bon gars, hein, c'est pas un méchant gars, mais il est un peu impulsif, il est un peu con, c'est une tête brûlée. Et évidemment, quel est son partenaire? C'est Morgan Freeman, c'est un noir. Et lui, il incarne la sagesse. Enfin, le gars, c'est Socrate, quoi. Et ça, c'est quasiment permanent dans les films. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne produit pas ces films-là. Quand on apprécie le cinéma, on essaye quand même de regarder, comme disait Raphaël tout à l'heure, en essayant de juger l'œuvre sur un plan purement artistique, esthétique. Tous les films ne contiennent pas d'idéologie, mais de plus en plus de films, et surtout des réadaptations. Voilà, c'est ça le pire. C'est de faire des remakes en mettant des personnages non blancs à la place de personnages qui historiquement étaient blancs. J'essaie de me rappeler la première fois que ça m'a choqué, mais je crois que c'était Les Mystères de l'Ouest. Lorsque Les Mystères de l'Ouest ont été réadaptés, donc cette série de western, voilà, est adaptée en film, c'est Will Smith qui a joué le rôle, qui était tenu par un blanc dans les années 60, au moment où la série est sortie. Et après, ça n'a fait que continuer. Et pour terminer de répondre à votre question, ce qui est à la fois amusant et qui fait mal au cœur, c'est que récemment, un ami m'a envoyé une vidéo d'un sketch auquel a participé Peter Jackson, donc le réalisateur du Seigneur des Anneaux.
au moment où la sortie des Seigneur des Anneaux, donc c'est une vidéo qui a une vingtaine d'années, et en fait, vraiment, c'est un pur sketch comique, on lui dit, voilà, je sais plus qui est en face, deux comiques américains, Owen Wilson, voilà, et un autre. Et en fait, il lui montre l'affiche des Seigneur des Anneaux dans le futur. Voilà, et il dit, voilà, est-ce que vous serez content si dans 20 ou 30 ans, votre film a un remake au sein duquel les personnages seront remplacés uniquement par des noirs. Et à l'époque, c'était une blague. Et c'était en 2003-2004. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est devenu la nouvelle version du Seigneur des Anneaux. Donc, le cauchemar du passé, où ce qu'il était relégué au rang de blague, est devenu notre réalité. Donc, c'est une période très compliquée. Mais ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ça aura une fin parce que les gens se lassent de tout. Et le cinéma est avant tout une industrie. Et cette mode passera. Cette mode passera. Entièrement d'accord. Merci pour vos réponses. Je sais pas si quelqu'un veut rebondir, qu'il y aille. J'ai rajouté quelque chose, mais si vous êtes bien évidemment prioritaire, l'inviterons. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Stranger Things. Je trouve qu'il y a quand même des films où ça se voit en fait. Par exemple, le petit noir dans Stranger Things, ça se voit qu'il est là parce qu'il est noir en fait. Après, c'est vrai que dans le cinéma américain, moi, ça me gêne beaucoup moins d'avoir des noirs en tête d'affiche, quoi, parce que les noirs sont. Je vois avant tout des Américains en fait quand je vois des noirs dans des films américains. En France, c'est différent. Moi, je vois des blédards quand je vois des Arabes qui sont commandants de sous-marins nucléaires et compagnie. C'est pas crédible, quoi. Bon, après, je dois avouer que de mon côté, ce qui me dérange profondément dans les quotas, c'est le côté très artificiel de la manœuvre, quand ça sonne faux et qu'on sent qu'ils sont là uniquement mal fait. Pour remplir un tableau. Mais honnêtement, si c'est là avec finesse, que c'est crédible et que ça ne nuit pas au déroulé d'histoire ou comment dire, la crédibilité des personnages, personnellement, ça va pas foncièrement me déranger. C'est-à-dire que comme le disait tout à l'heure Conversano, le fait de voir un noir aux États-Unis, bon, a priori, rien de très surprenant. De la population, et sauf que ce n'est pas réparti équitablement. Il y a, par exemple, Détroit, c'est 80%. Mais bon, on n'est pas pour faire de la démographie américaine, bien que ce serait intéressant de comparer la démographie effective aux États-Unis et la démographie concernant les crimes et les délits, mais ça c'est autre chose. Revenons sur le cinéma si vous voulez bien. Concernant justement cette question de quota, je me permets de faire un petit parallèle avec le jeu vidéo parce que j'ai en train d'y penser, parce qu'il y a beaucoup aussi ce problème-là. Il y a beaucoup de personnes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Reddit, etc., qui essaient de mettre la pression à des éditeurs et à des développeurs pour rajouter justement de la diversité. D'ailleurs, en parlant de Pokémon épée et bouclier, qui ont été deux gros succès commerciaux, on sent que Nabil et Tarek, qui sont des références à PNL d'ailleurs, sont artificiellement rajoutés. Kingdom Come Deliverance, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu qui se passe dans la Bohème au début du XVe siècle. Donc la Bohème, c'est l'équivalent de la République tchèque, si vous voulez. Il y a eu des articles comme quoi il n'y avait pas de personnes noires dans ce jeu et que c'était un scandale. Pourquoi pas ? Les personnes noires à cette époque, si on avait, ça aurait été des esclaves, donc je ne suis pas sûr que ça aurait calmé la polémique. Mais voilà, il y a une certaine pression de la part des consommateurs auprès des développeurs et des éditeurs. Bon, Assassin's Creed essuie les mêmes problèmes concernant le féminisme, mais c'est très courant. Très courant. Et donc ça ne touche pas que le cinéma. Excusez-moi, je me suis permis cette petite parenthèse sur le jeu vidéo. Donc je vais... Raphaël, je vais vous poser une question. Le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui est fortement inspiré du COIC, du COIC du maréchal Pétain, permet de financer des productions audiovisuelles. Le vidéaste Raptor Dissident a fait une enquête il y a 2 ans montrant que le CNC favorisait davantage les contenus YouTube féministes, et ce, bien que le financement d'une idéologie soit interdite selon le règlement du CNC, à la star des associations LGBT et réfugiés. Le monde audiovisuel est-il, selon vous, aussi un moyen utilisé par l'idéologie anti-française pour financer notre déconstruction dans le cinéma également, ou cela ne concerne, pour l'instant en tout cas, que YouTube ? Je pense que c'est une résultante en fait sociologique, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont influents et qui ont un statut plutôt élevé dans le cinéma sont de base des habitants de Paris qui donc font partie de la classe majoritairement aisée, une classe bourgeoise qui a les moyens finalement de se prétendre humaniste et de jouer la grande carte sociale, tout en ayant forcément des fonds assez élevés. Donc c'est logique de copinage dans le CNC et de de fonds parfois auto-alloués par les différents membres.
me paraissent pas surprenants, mais je ne pense pas que c'est l'institution du CNC en tant que telle qui est à mettre en cause, mais plutôt les individus qui la composent. Et les individus qui composent globalement tout le monde cinématographique français, spécifiquement le cinéma d'auteur, même si certains en échappent. Très bien, donc ce n'est pas nécessairement le CNC le problème, mais ça peut potentiellement être les personnes qui la composent. Votre réponse est très claire, je vous remercie. Daniel Conversano, pouvez-vous nous parler d'un film, de préférence français, si possible, qui vous a marqué, et nous expliquer pourquoi il vous a marqué? Alors, comme il est très difficile de plonger dans sa mémoire pour choisir seulement un film, c'est le syndrome du petit bac. Je sais pas si je pense que tout le monde connaît ce jeu. Le petit bac, on vous donne une lettre et vous devez trouver un nom d'acteur qui commence par C, un titre de film, un pays, et puis tout à coup, vous avez l'impression que vous connaissez aucun pays dont le nom commence par un C, aucun film. Donc là, j'ai un peu ce même trou. Donc, je vais citer le dernier film que j'ai vu, français que j'ai vu. Et c'était hier. En fait, c'est un film français de Georges Lautner. Je l'ai pas vu vraiment dans la perspective de l'émission, mais c'est un film de Lautner que j'avais pas vu. Et c'est un film assez curieux qui s'appelle La route de Salina, qui a été réalisé en 69 ou 70. Et en fait, c'est une production française, donc ça, Cocorico, c'est vraiment un film français. Les techniciens sont français, le réalisateur est français. En revanche, il a été tourné avec des acteurs américains. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà, du milieu des années 50 au milieu des années 70, une partie des films, même américains, étaient tournés en Europe pour des questions budgétaires. Et du coup, des acteurs américains ont rencontré des réalisateurs français, italiens, espagnols, et ont commencé à faire des films avec eux. Et c'était le cas ici. Donc, on a un casting américain, notamment Rita Hayworth, je sais pas si je prononce bien, je me souviens jamais exactement comment on prononce son nom, une fameuse actrice qui avait joué dans un film qui s'appelle Gilda, qui était mythique à l'époque des années 40. Et donc, ce film est assez génial, je le conseille. Et il représente bien la liberté artistique qu'il y avait à la fin des années 60 et dans les années 70 dans le cinéma, dans tout le cinéma occidental en fait, français, italien, américain. Et en fait, l'histoire en deux mots, c'est un jeune hippie qui se balade, voilà, au milieu de l'Amérique. Et à un moment donné, il est dans une sorte de désert, il est assoiffé et il cherche un refuge. Et il arrive dans une maison. Et en fait, dans cette maison, une femme sort, une dame d'une cinquantaine d'années. Et qu'est-ce qui lance l'intrigue? C'est que la femme le reconnaît comme étant son fils. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, elle lui dit ah, enfin, Rocky, tu es revenu. Et le film commence là-dessus. C'est-à-dire que lui se fait passer pour le fils de cette femme qui aurait disparu il y a quelques années. Apparemment, il lui ressemble. Et donc, il y a toute une intrigue qui se tricote autour de ce départ. Et j'ai trouvé le film excellent. Ouais, donc, je vous le conseille. Ça s'appelle La route de Salina. Il doit être facile à trouver. D'ailleurs, il me semble que Netflix le diffuse, parce qu'il diffuse aussi les classiques du cinéma. Et vraiment, j'ai été épaté par ce film. Donc, ça tombe bien qu'on fasse une émission sur le cinéma français, parce que Lautner, Lautner, c'est les Tontons Flingueurs, c'est toute puis plein de films aussi dans les années 70-80. Le Professionnel aussi, il me semble que c'est Lautner, le fameux film avec Belmondo. Et ce film, La route de Salina, que j'avais jamais vu, il est vraiment incroyable. Une atmosphère incroyable, un scénario génial, et des films qu'on n'en fait plus. Nous notons attentivement et précieusement le nom du film que vous avez dit. Merci Daniel Conversano. Justement, vous me faites ma transition, en parlant de cinéma français, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de Bac Nord, qui est sorti il y a 2 ans? Alors Absolument. oui, le dernier film de Jiménez. C'est parfait. Écoutez, vous pouvez tous les deux répondre à ma question. On a parlé de quotas, de propagande gauchiste dans les films. À l'inverse, il y a eu le film Bac Nord, donc, qui a fait un certain bruit, et il a même été décrit comme un film raciste. Qu'avez-vous pensé de ce film? Est-ce que ce film est raciste et n'est pas représentatif de la vraie vie? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de donner la parole, j'ai oublié que vous étiez deux. Écoutez, qui est le plus motivé? Répondez-moi. Raphaël, vous êtes motivé? Oui, toujours motivé. Parfait. Je donne la parole après à Antoine.
Alors, je trouve que c'est un film qui a été particulièrement intéressant parce qu'il y a une vraie réalisation, un vrai réalisateur derrière, enfin Jiménez qui est quand même doté d'un certain talent, et en même temps, c'est un film qui était capable de parler au grand public. C'est-à-dire que là, autour de moi, dans mon entourage, vraiment, le kidam moyen pouvait avoir accès au film et l'apprécier. Et malgré les polémiques, c'est un film qui globalement a eu beaucoup de succès. Et si vous voulez, de mon point de vue, c'est vraiment le penchant, c'est l'anti-la haine, c'est vraiment l'anti-Kassovitz. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu commun dans le cinéma international, d'ailleurs pas qu'en France, de se placer toujours du côté du voyou, de la crapule, du gangster. Là, avoir le point de vue de la police, c'est devenu paradoxalement quand même plutôt rare, beaucoup moins courant. Et je trouve que ça lance justement une vague d'espoir parce que le prochain Jiménez, qui s'appelle Novembre, je crois, va se passer sur les attentats justement qui ont aussi bouleversé les Français. Donc toujours dans la même dynamique que Bac Nord. Et en même temps, récemment, on a Jean-Jacques Hano qui est plus ou moins sorti d'entre les tombes pour nous sortir un film sur Notre-Dame. Donc Notre-Dame brûle, qui est un film réalisé de manière relativement sobre, pas exceptionnelle, mais quand même divertissant. Et je trouve qu'avoir ces trois films dans un laps de temps aussi court, ça montre que le cinéma grand public et divertissement français qui est en train d'apparaître est d'un cinéma qui se repose beaucoup sur les traumatismes qu'ont affronté les Français ces derniers temps. Ce qui me paraît être encourageant et peut-être cavalier, mais ça annonce peut-être un nouvel axe que va affronter le cinéma français ces prochaines années. Ce qui me paraît être un bon signe. Merci beaucoup, Raphaël. Antoine, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce que vous avez pensé concernant Bac Nord? Alors je suis d'accord, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de le voir parce que je me disais, je vais m'énerver à chaque scène, c'est n'importe quoi, ça sert à rien de le regarder. Et justement, il y a 15 jours, je l'ai vu enfin et j'ai été vraiment très impressionné par la qualité de la réalisation. C'est vraiment un film très efficace, qui n'est bien sûr pas raciste. En fait, le film ne fait qu'expliquer les convictions d'Éric Zemmour pendant la campagne, quoi. Sauf que eux, ils ont le droit de le dire, quoi. Ça fait la différence. Voilà. Justement, Antoine Bernard, je veux pas vous interrompre, avez-vous terminé de répondre à cette question? Oui, bien sûr. Non, mais Parfait. je suis d'accord, Cédric Jiménez est vraiment un réalisateur à suivre. J'ai hâte de voir la suite. Nous avons tous hâte de voir la suite. Antoine Bernard, le cinéma américain, je vous rappelle que je me mets à la place d'un Français moyen, le cinéma américain, la culture américaine ou le soft power, est-il à craindre si nous voulons garder une identité cinématographique forte? Non, je pense pas. Comme on disait tout à l'heure, le cinéma américain s'est beaucoup inspiré de la nouvelle vague en France. Et justement, moi, je suis assez fan de nouveaux réalisateurs, en fait, notamment sur Netflix, de films qui sont réalisés plutôt au Texas, en Amérique du Sud, dans le Bayou, tout ça. Où c'est des films, justement, où il n'y a pas de culture wokiste, il n'y a pas de féminisme. C'est souvent des films assez sociaux, assez réalistes. Et moi, qui m'inspire, en tout cas, en tant que Français, en tant que Français moyen. Et non, je pense pas que ce soit un réel danger. Mais je pense comme Daniel que de toute façon, là, on traverse un cycle pas très agréable, mais que la roue va tourner. Ça va pas durer très longtemps. Ouais, C'est tellement médiocre que ça ne peut pas durer, en fait. Jack, c'est ça, c'est pas viable en fait. C'est ça. Les gens se lassent de tout, de toute manière. Même l'époque du grand cinéma, on a parlé de western un peu plus tôt. Même l'époque où les westerns étaient exceptionnels, bah, il y a un moment où le public ne voulait plus voir de western. Donc il y a un moment où les gens ne voudront plus voir de films de super-héros et on finira par revenir à un cinéma plus calme, tel qu'on peut le voir d'ailleurs dans certaines séries. En ce moment, il y a une série qui cartonne qui est Better Call Saul, qui est en fait la prequel, Excellente série. voilà, qui est la prequel de Breaking Bad. Et on en pense qu'on en veut, mais il y a un rythme qui est vraiment très lent dans la série et que personnellement j'apprécie parce que ça s'accompagne de qualité. Et on voit bien que le public arrive quand même. On dit aujourd'hui, bon, les gens sont débiles. En fait, c'est comme si en 50 ans, les gens avaient perdu 50 points de QI, il faut pas exagérer. Ouais. Les gens regardent aussi ce qu'on leur propose. Et quand on leur propose un cinéma plus exigeant, bon, en l'occurrence c'est une série, bah, ils peuvent l'apprécier hein, quand elle est de qualité. Donc je reste confiant. Il y a un projet en cours. Alors je sais pas si ça va aboutir, mais visiblement Martin Scorsese va pouvoir financer son film de manière autonome grâce à des dons en crypto-monnaie et en NFT. Euh, et, enfin, donc ça ouvre une nouvelle voie. Moi, je pense qu'il existera un cinéma qui ne sera plus financé un jour par les studios. Ça paraît incroyable parce qu'un film coûte cher. Mais finalement, certains films ne coûtent pas si cher que ça.
Aujourd'hui, un grand réalisateur, quelqu'un qui a du talent, qui a de très bonnes idées, peut réaliser un film correct et qui a une image professionnelle pour 500 000 euros, 1 million, 2 millions. Et ça, par des financements privés, ben, on peut les trouver. Et je pense que des grands réalisateurs, on va dire, je- que les studios retiennent, on va dire, de faire ce qu'ils veulent, auront plus de liberté dans les années à venir. Je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. C'est vrai que le matériel audio et vidéo a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de 3 personnes pour faire tourner une caméra, quoi. Donc après, ce qui va coûter cher, c'est effectivement payer les décors, les costumes, les figurants, les acteurs. Mais au niveau de technique, on peut faire beaucoup aujourd'hui avec une caméra à pas trop cher, quoi. C'est une vraie révolution. Alors, par contre, par rapport au danger potentiel du cinéma américain, alors l'avantage que la vague qui a été initiée par Jon Favreau, qui a lancé la mode, on va dire, de ce que j'appelle le cinéma fast-food, avec notamment tous les Marvel qu'on se prend tous les ans depuis bientôt 15 ans, est en train de s'essouffler. On sent vraiment qu'il y a un ennui, une lassitude qui touche le spectateur, donc c'est une très bonne chose. Cependant, un des grands problèmes qui existent en France et qui ne touche d'ailleurs pas que le cinéma français, mais aussi le cinéma étranger, c'est qu'on a des réseaux de distribution qui sont orientés principalement vers du divertissement grand public et qui délaissent un petit peu des réalisations parfois exceptionnelles d'auteurs. Par exemple, ce qui pour moi a été le meilleur film de 2022, s'appelle The Green Knight, a été un film qui a été vraiment adulé par la critique, absolument génial. C'est l'adaptation assez fidèle d'une légende arthurienne autour de Perceval, donc quelque chose en plus qui touche les racines européennes. Vraiment très très bien rythmé, très très contemplatif, très très beau. Et pour autant, mais ce film a été adulé universellement par la critique, personne ne l'a vu en France parce que les salles ne le distribuent pas, ils ne font pas assez de publicité. C'est presque plus problématique que la concurrence étrangère. Merci pour cette petite nuance rajoutée finalement à la fin sur le cinéma américain. Écoutez les amis, la première partie doit durer 1 heure, il nous reste 5 minutes. Je vais vous demander à chacun, pour la première partie, pour la seconde partie, ce seront les réponses à la communauté. Je vous demanderai à chacun de nous dire un ou deux ou trois, selon vos ambitions et votre volonté et vos envies, de dire aux auditeurs quel film vous pourriez conseiller et pourquoi. Je vais commencer par Daniel Conversano, puis Antoine, puis Raphaël. Ça m'arrange pas parce que j'ai pas prévu cette liste, alors il faut que je la pense maintenant. Il faudrait délimiter des films récents, des vieux films, films français, je suppose. Vas-y, prends ton temps, je réfléchis. Si vous pouvez français, c'est mieux, c'est apprécié, mais sinon, ce n'est pas un drame. Je veux bien du temps si quelqu'un a une réponse avant moi. Après, ça dépend. Raphaël, je suis sûr que vous en avez. Je suis sûr que vous en avez, Raphaël. Alors personnellement, si vous me permettez, je vais placer d'abord un film, puis un réalisateur. Alors en film, je l'ai déjà abordé précédemment, Au revoir là-haut de Dupontel, donc 2016, parce que c'est un film qui est sublime. Le synopsis met globalement une arnaque montée par 2 anciens militaires qui ont souffert et et l'un des deux a été défiguré dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est teinté d'amour, de rapport à la famille, à la mort, à la patrie, la confrontation entre la morale et le légal, la confrontation aussi entre plusieurs classes sociales qui se rencontrent. C'est un film qui est somptueux, c'est du Dupontel. Et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour le cinéma français. C'est aussi très divertissement. Je pense que n'importe qui peut l'apprécier. Donc je vous le conseille vraiment chaudement. Et si je devais parler d'un auteur particulier, je vais vous dire Bruno Dumont. Pourquoi? Parce que Bruno Dumont est un type de réalisateur particulier, en cela que c'est un enraciné, c'est-à-dire quelqu'un qui aime sa région, donc qui est originaire du Nord, qui a réalisé dans Le Petit Quinquin, voilà, un film qui parlait un petit peu de la vie, les corons et cette fameuse jeunesse du Nord. Et il a surtout réalisé 2 films, donc Jeannette et Jeanne, qui retrace, qui sont une biographie de Jeanne d'Arc, une grande figure nationale. Bon, honnêtement, Jeannette, c'est un petit peu trop expérimental à mon goût. Le mec a mis du métal, beaucoup de headbang, des chorégraphies un petit peu saugrenues. Je suis pas forcément un grand partisan. Par contre, Jeanne, donc la suite, qui se base surtout sur les conquêtes de Jeanne, puis sa déchéance et son jugement, est vraiment somptueux. C'est très très beau. Et fait intéressant que tous les dialogues se basent sur des écrits de Charles Péguy, qui est quand même une des figures nationales les plus universelles. Donc savoir qu'un tel réalisateur existe me réchauffe le cœur. Je pense que c'est une très bonne trouvaille. En plus, c'est très bon, c'est français. Je vous le conseille.
Merci beaucoup, Raphaël. Notez bien le conseil. Alors, Antoine et Daniel, est-ce que un de vous est prêt à se lancer? Si tu veux. Petite interro surprise. Nous vous écoutons. Alors, je vais être très léger dans mes réponses. Si vous voulez du spectacle, moi j'ai été voir Top Gun récemment au cinéma. J'ai passé un excellent moment. C'est un très bon divertissement. Ensuite, pour être un peu plus sérieux, en restant dans la comédie, déjà je dirais qu'il faut voir absolument tous les Dupontel, du premier au dernier. Et ensuite, un de mes films préférés dont on m'a parlé il y a 2 jours justement, c'est pour ça que j'y pense, c'est l'aventure de Claude Lelouch, qui est pour moi, j'aime pas vraiment Lelouch. Je peux même dire que je n'aime pas ses films, mais ce film-là est un pur chef-d'œuvre pour moi, quoi. Et donc j'en parle parce que c'est vraiment un film qui va vous parler aujourd'hui, quoi. C'est l'histoire d'une bande de truands qui sont totalement dépassés par le monde qui les entoure, quoi. C'est après mai 68, et donc c'est la montée du féminisme, des minorités, et eux se sentent totalement étrangers à cette époque, quoi. Et du coup, ils décident de s'intéresser à la politique afin d'être au-dessus de la politique. Et donc voilà. Ce qui correspond bien à l'idéologie de Lelouch, parce que si je ne dis pas de bêtises, il s'auto-définissait lui-même comme étant un anarchiste de droite. Pourquoi pas. Bah merci. Tous les films de Dupontel, on retient. Daniel Conversano, le suspense, c'est insoutenable. Qu'avez-vous choisi? Non, je voudrais parler. Antoine. Thomas Joly fait son apparition. Bonsoir, Thomas. Ah, bah, il s'est remuté. Il a remis son micro en mode muet. Moi, je vais demander à Antoine, est-ce que Oui. l'aventure de l'aventure, Daniel, ta gueule. Oui. J'ai compris, ta gueule. Mais... Je commence à lui parler poliment. Il n'est pas dans son état normal, à mon avis. Non, je voudrais parler. Donc, taisez-vous tous et bloquez vos micros. Ah. Je voudrais juste parler. Alors, le problème, c'est que je mets un sujet dans un autre sujet. Je pense que ça a déjà été développé plusieurs fois dans le milieu nationaliste, mais j'aimerais bien que ce soit fait sur quelques minutes. Le film Fight Club. Je déteste ce film. C'est un film de sale gauchiste. Les héros en fait de ce film sont gauchistes du début à la fin. Et je voudrais savoir, en particulier par rapport à Daniel, qui est un ami proche, après Antoine Bernard que je ne connais pas, mais qui aime qui est vraiment dans le milieu, de savoir ce qu'il pense de ce film. Bah écoute, Thomas, on dirait que la question a été taillée pour moi. Pourtant, c'était pas prévu que tu interviennes. Mais je déteste Fight Club. Je suis du même avis que toi. Et j'ai même produit une vidéo qui est courte. Tu sais que je fais des lives interminables, mais pour toi, eh ben, il y a cette vidéo courte d'1 quart d'heure que je t'enverrai où je démonte le film. Courte d'un quart d'heure. Ouais, elle est courte, elle dure 1 quart d'heure. Où je dis qu'en gros, c'est un film d'antifa, quoi. Mentalité, ACAB, con, quoi. Un film d'anarchiste de gauche. Répondre à ta question. Donc on est d'accord. Qu'en pense Antoine Bernard? Tout à fait d'accord. C'est un film d'adolescent que d'ailleurs j'avais apprécié en tant qu'adolescent, mais je n'ai absolument aucune envie de revoir ce film. Merci. Et que pense Raphaël? Bah alors pour le coup, je ne vais pas me faire des amis, mais je suis totalement en désaccord avec cette idée, en cela que Fight Club à la base est une adaptation d'un livre qui a été écrit par Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk qui est une des figures du national-anarchisme et qui est un proche de Jack Donovan qui a déjà été mis en cause pour avoir défendu ouvertement des thèses fascistes. Donc quand on connaît la proximité de l'auteur de base du bouquin, j'ai du mal à l'imaginer comme étant un tel de base pensé comme étant de gauche. De gauche, c'est peut-être pas le mot, mais en fait, anarchiste. Moi, je n'aime pas la mentalité anarchiste. Je vois très bien qui est Jack Donovan. C'est un survivaliste, enfin, c'est un masculiniste homosexuel, si je me trompe pas, qui revendique d'ailleurs son homosexualité. Personnellement, alors je n'ai pas lu le livre de Palahniuk, peut-être que le livre de Palahniuk est sensiblement différent, mais le film, moi, j'ai pas eu d'empathie pour les personnages principaux.
Et je trouvais que c'est un film qui était pour la destruction de la civilisation, en fait. Et en étant enfin, moi, ça m'a choqué. C'est un film que je n'ai pas apprécié. En tout cas, dont j'ai pas apprécié le fond. Après, la forme, on peut en discuter. Hein. Ça reste David Fincher. C'est bien David Fincher, oui, ça reste un grand réalisateur. Oui. Après, oui, tu as raison, c'est clairement un film anarchiste. Ça, il a été conçu comme étant anarchiste, en tuant ses mérites, donc dans des logiques anticapitalistes, etc. Mais c'est pas du tout dans une optique socialisante ou communiste. Certes, Mais écoutez, certes. Après, voilà. Il faut voir si cette vision du monde correspond à ce qu'on veut. Après, ça reste un film. Hein. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu qu'une fois et ça m'a. À l'époque, c'était culte. Et quand je l'ai vu à 20 ans, je sais pas, je me suis senti en décalage avec ceux qui l'appréciaient, quoi. Mais bon. Et sinon, pour Pareil répondre que à la question. Daniel, exactement. J'étais en décalage total. C'est un film en fait qui est complètement mythique dans le milieu nationaliste et en fait pour moi qui est insupportable, insupportable. C'est un film de sale gauchiste, c'est un film de mélanchoniste en permanence. Ils ont le côté. Après, en plus, c'est sur un fond qui est plus ou moins. On sait même pas si ça se passe maintenant, tout le temps. Enfin, je sais pas. C'est un truc totalement délirant. C'est insupportable ce film-là. C'est vraiment le truc de gauchiste pour moi, c'est Fight Club. Disons que ce qui est désagréable dans le film, c'est que c'est comme si c'était une critique des braves gens, en fait. Comme si les braves gens qui avaient un boulot, qui étaient normaux, qui ne faisaient de mal à personne, étaient en fait des PNJ et donc étaient des gens méprisables. Qu'en fait, une vie doit être vécue à fond, doit être forcément provocatrice, spectaculaire, violente, sinon c'est une demi-vie. Et bon, moi, c'est une vision un peu rebelle que je trouve adolescente. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui l'apprécient à l'adolescence, puis après qui l'aiment moins. Mais bon, je sais que c'est un film qui est l'objet d'un culte. ben, écoutez les amis, c'est parfait pour Fight Club. Daniel Conversano, vous ne serez pas sauvé par le gong. Je vous ai posé une question, nous avons été interrompus par Thomas qui nous a fait une intervention brillante. Merci Thomas d'être venu pour une petite surprise. Quelle autre surprise aura-t-on encore? Je vois qu'il y a, j'imagine que c'est un fake comme on dit, un Jean-Marie Le Pen dans Le Spectateur. Ça m'étonnerait que ce soit le vrai, mais bon, ça pourrait être une surprise. Daniel Conversano, Disons nous écoutons. qu'Alexandre, je vous déconseille de lui donner la parole à ce Jean-Marie Le Pen. On sait jamais. Effectivement. Moi, je vais répondre hein, sur les. On vous écoute. Alors moi qui ai le numéro personnel Jean-Marie Le Pen, c'est un fake. Ah, bah, c'était sûr. D'accord, Merci, d'accord. Est-ce que le film L'aventure, c'est l'aventure, c'est celui où Aldo Machon est sur une plage et où il roule des mécaniques, ou est-ce que je confonds avec un autre film? Non, bah alors il y a plusieurs films où Aldo Machon roule des mécaniques sur la plage, mais ouais, c'est un des films les plus connus où il fait ça, ouais. Excellent, alors oui, effectivement, C'est je le regarde film un avec, très bon souvenir. c'est avec Je savais Jacques pas que c'est Brel Denis et... qui a fait ce film. Si. Bah, sinon, pour répondre à la question, bah, rapidement, je dirais 3 films dans des genres différents. Le premier, c'est Seul contre tous de Gaspard Noé. Bah pareil, un film qui est bien apprécié dans le milieu. Alors, je tiens à dire que j'aime pas du tout les films de Gaspard Noé en général, sauf celui-là. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre accidentel où on suit voilà un personnage, un prolétaire qui est complètement délingué dans sa tête et qui critique la société en voix off dans son esprit. Donc un mec un peu à l'ancienne, droitard finalement, mais droitard un peu au bout de sa vie, quoi, qui est en souffrance, en dépression même. Et c'est un film qui est sombre, mais qui est beau, qu'on retient, voilà. Moi, il m'avait marqué à l'époque, voilà. C'est Seul contre tous de Gaspard Noé. Je pense que beaucoup de gens ici l'ont vu. Un deuxième film plus cool, plus gentil, c'est une adaptation, il est récent, il a 4-5 ans le film. C'est l'histoire du facteur cheval. Alors, je me souviens plus du titre du film. Ça doit être le fabuleux destin du facteur cheval ou un truc comme ça. L'histoire, voilà, je viens de regarder l'incroyable histoire du facteur cheval. En fait, ça raconte tout simplement, c'est un biopic, ça raconte l'histoire de ce facteur qui a construit un temple dans son jardin. C'est une vraie histoire, hein. Vous pouvez le visiter, d'ailleurs c'est pas loin de Grenoble, c'est à 1 heure de Grenoble. Donc quand j'étais adolescent, je l'ai visité. Et le film ressemble un peu à un téléfilm, mais il raconte une belle histoire et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça et franchement je l'ai beaucoup apprécié. Donc je le conseille, c'est un film qu'on peut regarder en famille qui est vraiment très beau. Et je dirais un troisième film, je suis étonné que personne ne l'ait cité. Alors c'est un film d'action, hein, mais Cocorico, Taken, c'est un film français.
Le réalisateur de Taken, c'est Pierre Morel. Si je me trompe pas, la production, c'est Luc Besson, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, je crois que la production est française. Alors, les acteurs sont américains, Non, c'est ça. mais le premier Taken est excellent. C'est un excellent film d'action qui a marqué son époque, et je crois, pour de bonnes raisons. Tekken, le fameux jeu qui a marqué la PlayStation 1. Non, je plaisante évidemment, Tekken avec un A et pas T-E-2-K. Non, mais pour ceux qui n'ont pas vu Taken, je pense que il y a au moins la scène où la fille se fait enlever que tout le monde connaît parce que c'est devenu un mème. Voilà, son père est au téléphone pendant que sa fille se fait enlever et son père lui dit bon chérie, ils vont t'enlever. Alors il faut que tu me dises tout détail qui me permet de les retrouver dans les 48 heures. Donc c'est un film qui a beaucoup de tension. Alors évidemment, il est abracadabrant. Le type vient des États-Unis en France, il dérouille toute la mafia albanaise à lui tout seul. Bon, c'est un film d'action, hein, mais il est efficace. Mais écoutez, chers amis, avant de passer à la partie 2, où je précise, je crois que Daniel, vous avez un impératif entre 21h30 et 21h45, donc vous pourrez peut-être partir avant. Donc je vais faire une partie de ma conclusion maintenant pour que vous puissiez l'entendre. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous les trois. Vous avez été d'une qualité étonnante et très agréable à écouter. Je pense que les auditeurs le remarquent aussi. Vous maîtrisez tous les trois bien le sujet. Vous avez des opinions très profondes. Et je vous remercie très sincèrement de votre justesse et de votre profondeur, car c'était réellement très agréable. Déjà, ça, je voulais le caser. Ensuite, nous allons passer à la seconde partie, où ce sont directement les auditeurs qui vont poser leurs questions. Donc, deux questions à Daniel, à Antoine ou à Raphaël. Je vous invite à lever la main et je pourrai alors vous octroyer la parole afin de la poser. Je vois qu'il y a Louis qui lève la main. Louis, je vous écoute. Je rappelle la règle, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu afin de s'exprimer. Puis après... On m'entend bien? Allô? Je vous entends personnellement. Oui, bonsoir. En fait, j'avais une petite question, c'était sur le cinéma, évidemment. Je vais me considérer comme cinéphile. J'ai regardé pas mal de films. Mais j'ai remarqué que j'avais arrêté de regarder des films d'action et des films de super-héros, de Marvel. Parce que j'y trouve plus beaucoup d'intérêt. Justement, je me dis que voilà, le héros va gagner à chaque fois, que, que le mec dans les films d'action, qu'il soit contre 10 gars ou 2 gars, il va toujours gagner les combats, etc. Est-ce que, ma question d'ailleurs s'adresse aux 3 personnes, est-ce que Daniel, Raphaël, Antoine, vous trouvez encore un intérêt dans ces films-là? Est-ce qu'il y a encore des raisons? Est-ce que vous regardez encore des films d'action, des films de super-héros? Je vais me permettre d'ailleurs de m'octroyer aussi la question, donc ça fera 4 personnes parce que j'aurai une réponse intéressante à donner. Mais je laisse mes invités d'abord, évidemment. Raphaël, vous voulez vous exprimer en premier sur cette question? Je dois avouer qu'en ce moment, je consomme assez peu de films d'action brute ou de super-héros parce qu'il y a ce côté. En fait, les films sont devenus manufacturés. C'est en permanence des copies, des doppelgangers très très manichéens, toujours construits de la même manière. Donc j'avoue que j'ai plus ou moins abandonné l'idée. Si à la limite récemment j'ai vu le dernier Spider-Man qui était une catastrophe qui m'a fait comprendre pourquoi je ne regardais que de Marvel. Mais juste avant j'avais découvert, je crois que c'est Joker qui avait fait pas mal de bruit que j'avais plutôt apprécié. Après, des films d'action, ça dépend si tu parles d'action brute ou si tu parles d'action, mais juste pour le rythme, dans différents univers. Récemment, j'ai vu There Will Be Blood, qui était pas mal, mais toujours dans un cadre western très particulier qu'on peut assimiler à de l'action. Mais sinon, c'est vrai que de l'action pure et dure ou des films conventionnels super-héros, de mon côté, j'ai arrêté. Antoine, voulez-vous répondre à cette question également ou tout a été dit? Alors ouais, moi ça va me permettre de revenir un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je ne me considère plus vraiment comme cinéphile puisque ça fait 5-6 ans que je regarde beaucoup moins de films, quoi. J'en ai beaucoup regardé entre mes 15 et mes 20 ans. Et c'est vrai que maintenant, avec le travail et tout, j'ai beaucoup moins le temps de regarder. Et en fait, avant, je cherchais le réalisme dans le cinéma. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est quelque chose que je mets à part. Maintenant, j'ai besoin qu'un film me divertisse et qu'il soit bon techniquement, en fait. C'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de Top Gun qui m'a beaucoup plu. L'histoire est très simple, mais le film est efficace, quoi.
Et sinon, non, bah, je pense que je sais pas si Louis nous parle du cinéma actuel, mais il y a beaucoup de films que tu n'as pas vus, je suis sûr, qui te plairont, quoi. Donc, faut pas se concentrer sur ce qui sort aujourd'hui. Ou alors, tu es blasé du cinéma et puis fais autre chose. Ouais, alors moi j'aurais une réponse courte parce que déjà pas mal de gens se sont exprimés. Alors moi il y a un genre que j'aime pas, c'est les films de super-héros. Mais c'est un goût personnel. Je n'ai jamais été transporté par les super-héros. Le seul super-héros que je tolère c'est Batman, justement parce qu'il n'a pas de, en fait il n'a pas de super-pouvoir. Batman c'est un justicier qui se déguise pour redresser des torts, mais en fait en soi il n'a pas de super-pouvoir. Donc, même quand j'étais jeune, je n'aimais pas spécialement les films de super-héros, même si après, techniquement, évidemment, on peut dire que c'est des films qui sont impressionnants. Après, un film d'action, en fait, un film d'action peut avoir un argument. Moi, j'aime bien les films d'action dont l'argument principal est crédible. Euh, Comment dire, qui s'inscrivent dans une réalité à laquelle on peut croire. Je pense, par exemple, au troisième Die Hard, Une journée en enfer, le titre français, il me semble que c'est ça. Bon, bah, ok, il y a de l'action dans le film, mais c'est avant tout un polar qui, qui, dont la réalité est tangible, quoi. C'est pas un truc complètement décérébré où tu ne crois pas une seconde à ce que tu es en train de voir. Donc je dirais, moi, je vais pouvoir rentrer dans un film d'action si les situations qu'il me présente ne me paraissent pas tellement délirantes. Voilà. Mais effectivement, plus je vieillis, moins j'aime ce type de cinéma. C'est clair. Je suis entièrement d'accord sur Batman. D'ailleurs, j'ai été voir le dernier au cinéma et j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je suis incapable de regarder un Marvel, quoi. J'avais bien aimé le premier Iron Man, mais après, non, c'est insupportable. Film Ça d'action, Non, vas-y. film d'action pure et dure. Si, il y a une trilogie qui est sortie récemment, qui est quand même plutôt divertissante et pas trop mal filmée, même si c'est pas transcendant. C'est la saga des John Wick. Bon, que je trouve toujours sympathique, mais bon, j'ai une fascination pour le protagoniste. Mais sinon, bon, c'est un genre dont on a vite fait le tour, je trouve, je pense. Écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à la question de Louis. Louis, je vous remercie bien évidemment d'avoir posé votre question, d'avoir été le premier à poser une question, c'est courageux. Et je vais répondre moi-même à la question parce que j'ai senti dans votre question, Louis, une certaine lassitude. Le mot avait été employé par Antoine. Je dirais aussi un sentiment de répétitivité dans les scénarios. Je vais vous parler aussi de la théorie du monomythe de Joseph Campbell. Alors, moi, je l'ai connu quand j'étais plus jeune grâce à Alexandre Astier qui en parlait. Et la théorie du monomythe me parle, donc c'est le fait de dire que tous les scénarios ont tant de points communs qui fait qu'on nous raconte quelquefois tout le temps la même histoire. À partir du moment où je suis le consommateur moyen, quand on me raconte tout le temps la même histoire, ça me dérange pas du moment qu'il y a un brin d'originalité soit dans son scénario, soit dans son univers. Et à titre personnel, je ne ressens pas cette lassitude, mais il faut dire, je regarde assez peu. Le consommateur moyen, c'est peut-être un film toutes les 2 semaines. Donc moi, ça me lasse pas à ce niveau-là. Donc c'est peut-être aussi la quantité qui fait que, mais voilà ma réponse. Ça me dérange pas du moment qu'il y a un brin d'originalité. Je demande pas grand-chose, un brin. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question, ou si quelqu'un veut rebondir sur la théorie du monomythe. C'est vous qui souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il suffit de lever la main et je vous donne la parole et il vous suffira de vous exprimer après avoir appuyé sur le bouton bleu. Je vois un Nicolas qui lève la main. Eve aussi. Donc Nicolas d'abord, ensuite ce sera Eve. C'est pas très galant, mais c'était le premier à lever la main. Nicolas, nous vous écoutons. Bonsoir, vous m'entendez? Parfaitement. J'aurais aimé avoir l'avis des invités sur le film Interstellar. Vous avez parlé tout à l'heure de Fight Club, et alors moi j'ai 24 ans, et chez les gens de ma génération, c'est un film qui a une hype assez énorme. C'est difficile de rencontrer des gens qui ne l'aiment pas. Moi personnellement, je le déteste. Et je préfère bien plus Gravity ou l'Odyssée de l'espace. Et j'aurais aimé avoir l'avis des invités sur ce film de Nolan. Voilà. Il faudra mettre à jour votre biographie. Il est indiqué 23 ans. Blague à part. Et qui veut répondre à la question de ce cher Nicolas? Et déjà, est-ce que vous avez vu le film Interstellar? Bien évidemment. Oui, bien sûr. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que, pareil, techniquement, c'est assez impressionnant.
C'est pas le genre de film qu'on revoit 2 fois avec facilité, je pense. Et Nolan, ses derniers films m'ont vraiment m'ont pas touché du tout, quoi. J'avais bien aimé sa trilogie des Batman. J'avais bien aimé Le Prestige. Mais genre Tenet, c'est juste insupportable, quoi. Aussi, quand on est français, c'est insupportable. J'ai pas compris, Daniel. Film Dunkerque, c'est bien Nolan qui l'a réalisé. Bah pareil, c'est une vision de la Ouais, guerre où ouais, enfin, Après, d'un point de vue technique, Dunkerque était quand même très très bien réalisé. ouais, c'est ce que je dis, c'est que pour une technique, c'est toujours très bien, mais je passe vraiment des bons moments devant ces films, quoi. Comme quoi, c'est pas Moi, suffisant. je dois avouer sinon que pour Interstellar. Ah, pardon, excuse-moi. c'était lancé, vas-y. Quelle courtoisie. Merci beaucoup. De mon point de vue, Interstellar est justement le Nolan le plus abouti, le plus réussi. Après, voilà, je l'ai regardé à une époque où j'étais très très sensible à la science-fiction et au cinéma de Nolan. Le Prestige était à l'époque mon film préféré, donc je suis tombé sur celui-là et je manque forcément d'objectivité, mais je le trouve très très réussi. La façon qu'il avait de mélanger les sciences dures et les côtés un petit peu fantasques qu'on peut avoir sur les singularités, etc., ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et le message sous-jacent selon lequel l'humanité a atteint un tel stade de maîtrise technique qu'on finit par contrôler la gravité et le temps, enfin voilà, quelque chose de très très puissant, ça m'avait beaucoup plu. Ouais, la question est intéressante parce que si j'ai un point de vue intermédiaire, c'est rare sur ce film. Euh, sur le plan de l'image, je trouve vraiment le film excellent. Il y a des plans dont je me rappelle encore. La partie sur la planète qui est liquide, par exemple, où il y a des vagues énormes, m'avait beaucoup marqué. Le fait que c'est assez touchant quand, par exemple, le temps passe de différentes manières. Sur la planète, il passe à vitesse normale, et puis quand on est en orbite, en fait, c'est plus lent. Donc, il quitte à un moment donné un membre de l'équipe qui est noir d'ailleurs, et quand ils reviennent, il a pris 25 ans, le mec. Et en fait, le jeu d'acteur est particulièrement bon dans le film. C'est-à-dire que les scènes d'émotion sont émouvantes. Mais là où je suis d'accord avec l'intervenant et Nicolas, c'est que le film a une prétention intellectuelle euh, et il n'est pas vraiment à la hauteur de cette prétention. C'est-à-dire que il se veut être le dominant de l'espace de Christopher Nolan et cette partie-là ne marche pas trop. Et toute la première partie, en fait, qui est sobre, hein, qui est finalement il faut sauver la Terre, plus exactement il faut chercher une autre terre où l'humanité peut s'installer, est tout de même assez prenante. On peut pas dire quand même que c'est un mauvais film. Je ne dirais pas que je l'ai détesté comme Nicolas quand même. Euh, effectivement, effectivement, j'ai préféré Gravity, qui lui est un film spectacle, mais qui s'assume comme un film spectacle et qui est grandiose et qui transmet une émotion visuelle par les plans, tout simplement, c'est un film catastrophe, hein, et il est tellement bien fait que moi je me souviens Gravity j'ai oublié le monde pendant 1 heure et demie quand j'ai vu Gravity, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah bah écoutez, Daniel Conversano, je n'ai jamais regardé Gravity, mais vous m'avez donné envie d'aller le voir. Vous le vendez bien. Alors il faut de bonnes conditions parce que c'est un film visuel, donc le regarder sur un écran assez large, voilà, avec Dolby Surround et compagnie. Et j'ai un téléphone de 5 pouces, ça ferait faire. Je plaisante, évidemment, je plaisante. Dans de bonnes conditions, c'est noté. Avec un bon son aussi. Eve lève la main. Ensuite, ce sera à Chirac Gabriel, n'est-ce pas? Eve, nous vous écoutons. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Parfait. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'aurais posé une question en fait aux 3 invités. En fait, si vous aviez la capacité, les moyens de réaliser un film, j'aurais été curieuse de savoir quel style, si ce serait un style historique et sur quelle période, ou bien un style plutôt science-fiction, ou peut-être même dans une direction un peu archéofuturiste, je sais pas, dans quel état d'esprit, ou un thriller peut-être, ou bien tiré d'un livre que vous avez beaucoup aimé, de littérature. Voilà, j'aurais été curieuse de savoir. Écoutez, je laisse le plus inspiré répondre en premier. Merci Eve pour votre question tout à fait intéressante. Qui se lance? Bah, pour Moi, ma je veux bien part, répondre rapidement. Ah, pardon, vas-y Antoine.
Simplement un film social contemporain. Voilà. Comme premier film en tout cas. Je vais Parfait, donner une réponse. je vous laisse la parole, Daniel. Oui, alors moi c'est plus Antoine a donné une réponse de raison, c'est effectivement, c'est pas le premier film que je réalisais avec les moyens du bord, mais je pense que la question d'Ève, c'est un peu quel est le film que vous rêvez de réaliser. Donc là on imagine un budget limité, etc. Ah On est oui, dans le moi je rêve peux me le plus lâcher. sûr. Là, je peux me lâcher. Voilà. Ah bah voilà, bah ouais, bah. Non, moi Ça j'adapterais change la donne. C'est mon côté pragmatique. Ça. Non, 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 mais c'est bien, mais tu as raison. Si je devais, mon premier film, si un jour j'en fais un, ressemblerait à ce que tu viens d'indiquer. C'est-à-dire, déjà quelque chose qui parle de la vie elle-même, qui est ancré dans le monde contemporain. Il est faux des films comme ça, qui donc nécessiteraient des moyens de production qui sont justement dans nos moyens. Mais sinon, Absolument. voilà, si j'avais plusieurs millions, voilà, bah moi j'adapterais un livre de Barjavel. Pas un en particulier, mais il y a plusieurs livres de Barjavel, donc qui est un auteur de science-fiction français. Et notez bien ce que je dis, un jour Barjavel sera découvert par les Américains, et je suis sûr que le cinéma américain va s'en emparer. Et ça me ferait mal que le cinéma français ne l'ait pas fait avant. Donc c'est un auteur de science-fiction français qui a écrit des années 40 aux années 70-80. Alors je vais citer quelques livres qui sont connus de Barjavel, La Nuit des Temps, son premier, dont il m'échappe, mais peut-être quelqu'un va m'aider, euh, Ravage, voilà. Et personnellement, le livre que je préfère de Barjavel, c'est La Tempête. Et ce sont ce sont des livres qui sont à la fois bons sur le plan littéraire, mais qui sont quasiment déjà des scénarios et qui sont à la fois spectaculaires et émouvants. Il y a souvent des histoires d'amour au milieu de ça. La Tempête, par exemple, on dirait du William Shakespeare, bon, toute proportion gardée, mais transposé dans une histoire futuriste. Et je pense vraiment il y a matière à faire des grands films avec avec cette base-là. Autour de Moi, Raphaël. alors moi, je pense que j'essaierai de. Alors, c'est aussi une adaptation. Alors, soit adapter Le Hussard bleu de Roger Limier, qui est un livre vraiment fabuleux et vraiment méconnu, tristement méconnu. Donc, livre écrit par Roger Limier qui a été résistant dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, côté gaulliste, et qui a participé à une troupe de hussards et qui justement a voyagé à travers l'Allemagne post 45 et vraiment les derniers mois avant la fin de la guerre. Et il décrit dans le Hussard bleu un petit peu ses aventures. C'est un livre qui est très très humain, qui à mon avis rendrait bien sur grand écran. Ou alors sinon, moins original, je pense que Voyage au bout de la nuit pourrait faire un film extraordinaire. Et je vois assez bien pour les deux films Laurent Lafitte dans les rôles principaux. Voilà. Écoutez, merci à vous trois d'avoir répondu à la question. Je suis content qu'elle n'ait pas été posée d'ailleurs parce que je n'avais pas d'idée. Je le dis très honnêtement. Daniel, est-ce qu'on peut pousser jusqu'à 40 pour prendre les deux dernières questions? Est-ce que c'est possible ou pas? S'il n'y a plus que deux questions, pas de souci, hein. Ah, parfait. Bon, bah, écoutez, Chirac Gabriel, je vous donne la parole. Chirac, il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, moi, vite fait, c'était pas vraiment une question, c'était juste en défense de Fight Club, parce que je trouve que vous avez une vision. Pour moi, dire que Fight Club c'est un mauvais film, parce que les deux héros sont des tocards, en fait, c'est un peu comme dire que Scarface serait un mauvais film, parce que il y a des Arabes à 90 QI qui adorent Tony Montana, quoi. Personnellement, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu ça comme ça. C'est que pour moi, les héros de Fight Club, en fait, le héros, pour moi, c'est un abruti qui sait pas se gérer. Soit c'est une tarlouse qui s'écrase devant tout le monde, et soit c'est un mec qui, au contraire, écrase les autres. Et je trouve que ça renvoie un peu à cette dualité trop civilisée ou trop polie, et par rapport aux barbares, en fait. Euh, et, enfin, je comprends pas pourquoi. Euh, putain,
Il n'y a pas de souci, je pense qu'on a compris. Ouais, je suis désolé, je suis extrêmement peu à l'aise à l'oral en fait parce que c'est un exercice auquel j'ai absolument pas l'habitude. On Mais comprend en tout à fait, fait. bon, et voilà. Pour moi, je les ai toujours vus comme un débile quoi en fait. Mais Déjà, je pense pas qu'on ait dit que ce soit un mauvais film. C'est un film dont l'idéologie ne nous touche pas. Mais toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a plu dans Fight Club? Ah bah, je leur donne la parole là. Excuse-moi. Qu'est-ce qui vous a plu dans Fight Club, Chirac Gabriel? Ah oui, je précise, vous avez le micro coupé, et du coup il faut réappuyer sur le bouton bleu de nouveau. ah, excusez-moi. Ben en fait, si ce film parle tant aux ados, c'est parce qu'en fait, souvent il renvoie à une période où surtout pour les jeunes hommes où, où on a tendance à trop s'écraser, à être trop timide. Et en fait, on découvre au bout d'un moment que ça marche pas avec les filles. Dans les relations sociales, ça marche pas non plus. Au boulot, ça marche pas. Et ça montre un peu cette tentation de vouloir partir de l'antisocial, quoi. Et, et on voit bien qu'en partant à fond dans l'antisocial, avec notamment le rôle de Brad Pitt, là, je sais plus comment il s'appelle, Tyler Durden, au final, c'est juste un connard qui vit dans un dortoir alors qu'il devrait bâtir une vie d'homme au lieu de, au lieu de perdre son temps à faire des trucs destructifs qui ne servent à rien. Je sais pas si Antoine souhaite rebondir ou C'est quelqu'un d'autre. intéressant, ouais. En fait, j'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film depuis longtemps, donc j'avais pas vu la chose comme ça. Ce que veut dire Chirac, c'est qu'en fait, ouais, d'accord. Donc en fait, moi à l'époque, je l'avais vu un peu comme une glorification de ces personnages, alors que lui nous dit que finalement, que c'est deux personnes minables. Mais finalement, le film montre que la tentative pour se masculiniser, qui finit finalement en espèce de révolution antisociale, a quelque chose de couillon. Faudrait peut-être que je revoie le film, mais sur la fin, j'avais quand même vraiment l'impression que c'était une mise en avant de enfin, une volonté de montrer que il faut faire chuter la civilisation. Et je dis pas C'est la la morale civilisation du film. actuelle. C'est la morale Voilà, du gauchiste, c'est en gros la civilisation nous empêche en tant qu'hommes de nous réaliser et d'être ce qu'on était autrefois, c'est-à-dire des sauvages qui font exactement ce qu'ils veulent. Or, moi, je n'ai pas du tout cette idée. Je pense, moi, j'aime la civilisation, j'aime le fait que l'être humain se soit civilisé et qu'aujourd'hui, on ne soit pas obligé de s'entretuer pour vivre. Et donc, voilà. Après, je dois avouer que ça fait partie des films comme, je pense, comme la plupart des adolescents, c'est un film qui m'a beaucoup influencé. Quand j'avais 17-18 ans, je ne jurais que par ce film. Bon, évidemment, en vieillissant, on finit par s'en défaire. Mais je trouve que c'est quand même un film qui reste sympathique. Enfin, personnellement, je prends encore beaucoup de plaisir à le voir. J'ai l'impression que c'est surtout un film qui a pour objectif de montrer un individu qui est totalement écrasé par le système économique industriel aliénant qui provoque en fait des employés du tertiaire dénués de tout sens dans leur existence, ce qui les conduit à l'apathie et la soif de suicide, qui ne trouve pas d'autre moyen que de dépasser son stade que la révolte et la violence. Alors, ça peut paraître comme étant des moyens enfantins et puérils, et d'ailleurs c'est plus ou moins le message du film, avec à la fin les banques qui explosent et vraiment une situation qui ne sent pas très bon pour la civilisation. Mais l'intention de base est de montrer pour moi un homme qui se révolte, qui essaye justement de sortir de sa condition d'esclave, ce qui m'a toujours paru touchant, malgré tout. Merci beaucoup du coup pour vos réponses. Donc je tiens à préciser que là ce sera au tour de Pierre de s'exprimer. Donc je tiens à préciser pour Marie Leroy, Daniel Conversano va devoir partir parce qu'il a un impératif et on le remercie d'ailleurs du temps qu'il a consacré. Donc Marie Leroy, je préviens d'avance, on pourra répondre à votre question, mais pas Daniel parce que Daniel sera parti. Donc Pierre, dernière question avec Daniel. Nous vous écoutons Pierre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Eh ben super. Alors du coup, j'avais une question pour nos invités et tous ceux qui sont du coup ce soir. Je voulais un avis concret sur la différence entre les Batman. Personnellement, j'ai regardé du coup le dernier Batman au cinéma, donc que j'ai trouvé assez intéressant, car on sort complètement, on va dire, de tout ce qui est baston.
En fait, on a surtout connu Batman dans toutes ses phases d'action avec des explosions, la Batmobile, de la bagarre. Et ce dernier Batman, on a autre point de vue, on va dire, de cette saga. On a un super-héros qui va faire des recherches, qui va être un détective plutôt qu'un bagarreur. Et du coup, j'aurais voulu votre avis, messieurs, du coup, par exemple, à la différence d'un The Dark Knight, si vous l'avez vu, du coup qui est aussi un de mes préférés au niveau de la saga Batman. Du coup, j'aurais voulu que vous compariez ces deux films et que vous me disiez à peu près vos avis, qu'est-ce qui vous plaît dans l'un, dans l'autre ou tout autre Batman. Merci Pierre pour votre question. Je compte y répondre d'ailleurs à titre personnel, mais je vais laisser mes invités premièrement répondre évidemment. Qui déjà aime les Batman et les a vus et peut apporter une réponse parmi mes invités? Moi, si vous voulez. Allez, Antoine, on vous écoute. Ouais. Bah, du coup, les premiers Batman, que ce soit de Tim Burton et tout ça, étaient assez proches du comic, que je connais pas du tout. Je connais pas du tout l'univers DC ou Marvel, mais j'ai l'impression que les premiers étaient assez proches du comic et les Batman, donc The Dark Knight de Christopher Nolan, a essayé d'ancrer Batman dans le monde réel en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scène d'action acadrantesque en fait. C'est Batman a des outils du quotidien pour se battre quoi. Et du coup, j'ai été voir le dernier Batman, donc le Batman plus détective au cinéma récemment. Et c'est vrai qu'il y a un côté très noir pour le coup, qui l'éloigne encore plus de la BD, je pense. Même si je sais qu'il y a plusieurs sortes de comics Batman. Absolument. Bah, j'aurais répondu quasiment la même chose, c'est-à-dire que j'ai pas vu le dernier Batman, j'ai vu la trilogie de Christopher Nolan, donc je vois très bien de quel tu parles, Dark Knight, et oui, il m'a bluffé, surtout le Joker. Et le film des années 60, donc c'était un film des années 60 un peu particulier, c'était même une série d'ailleurs, il y avait un film et une série, où Batman il utilisait tout le temps ses gadgets, et c'était un humour très loufoque, presque enfantin. Donc on a évolué très très vite vers une version un peu plus sombre avec Burton, effectivement, et la trilogie de Nolan. À titre personnel, je préfère celle de Burton, parce que ça colle peut-être plus à ce que je préfère, ça colle peut-être plus aussi à ce que j'ai pu lire avec les BD et aux jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer aussi, puisque nécessairement Batman a été un des super-héros qui a été le plus décliné dans le jeu vidéo. Donc je peux pas répondre sur le dernier film en question, mais sur les deux trilogies. Enfin, c'est pas une trilogie, Burton, c'était deux films, mais voilà ma réponse. Bah, écoutez, Marie Leroy, vous allez pouvoir vous poser votre question, mais avant, on va dire nos au revoir à Daniel Conversano, puisqu'il a un impératif. Daniel, on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir pris de votre temps. On vous remercie pour la qualité de vos réponses également. Je rappelle qu'on peut vous trouver sur la chaîne YouTube Vive l'Europe, que l'on peut aussi acheter, c'est très important, Comment faire gagner Éric Zemmour en 2027, et qu'on peut vous rejoindre sur Telegram. Tous les liens seront évidemment dans les commentaires de la rediffusion Telegram et YouTube. Il y aura une rediffusion Telegram instantanément après le live, et sur YouTube demain matin, je précise. Merci beaucoup Daniel Conversano. Bah merci. Avant de partir, je vais faire 2 minutes. Déjà en répondant également à la question sur Batman. Rapidement. Ton avis. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, Alexandre. Les premiers films de Burton sont vraiment uniques. Surtout le deuxième, Batman le défi. Je trouve que la version du Joker avec Nicholson a un peu vieilli. Mais c'est à voir vraiment pour ceux qui aiment le cinéma, mais pas les films de super-héros. Le deuxième film de Batman de Tim Burton n'est quasiment, enfin pour moi c'est pas un film de super-héros, c'est un film d'horreur en fait, hein, quasiment. Un film d'épouvante même on pourrait dire. Et Danny DeVito en pingouin est vraiment très 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 bon. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est un film que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'atmosphère. Mais pour le reste, je dirais simplement que j'ai apprécié parler de cinéma. On devrait le faire plus souvent. Et également, puisqu'Antoine est là ce soir, je voudrais dire que dans mon émission Vive l'Europe, eh bien Antoine va très bientôt. Je vais présenter Antoine, voilà, dans une émission qu'on a enregistrée il y a quelques mois. On va la monter, la diffuser dans quelques semaines. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce jeune réalisateur prometteur, eh bien, suivez la chaîne Vive l'Europe, c'est simple. Sur YouTube, vous tapez Vive l'Europe et vous allez tomber sur un tas d'émissions. Vous pourrez vous abonner à la chaîne. Voilà, et merci pour cette invitation, Alexandre, et partie de la France.
Grand plaisir. Et merci beaucoup pour tout ça, Daniel Conversano. Et le lien de Vive l'Europe sera bien sûr dans la description et dans les commentaires de la rediffusion. Bah, bonne soirée et prends soin de toi, Daniel Conversano. Ciao. Ciao. Maintenant qu'il est parti, Du coup, je veux dire que je trouve que Batman 2 le défi est un film effroyable. Voilà. moi j'ai bien aimé. J'ai préféré le premier de Burton, mais après j'ai pas un avis de cinéphile et de cinéaste, hein, largement pas, mais oui, c'est une question d'ambiance que j'ai préféré. Bon, il y a une personne qui pose une question dans son pseudo. Vu la tête du pseudo, je ne vais pas lui donner la main, je vous fais pas un dessin. Si vous voulez le prononcer, faites-le avec le micro coupé. Donc c'était Marie qui voulait poser une question, Marie Leroy, et ensuite Pierre qui veut reposer une question après. Donc je laisse d'abord la parole à Marie, et ensuite ce sera Pierre. Marie, nous vous écoutons. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu. Alors moi j'avais une question, on va dire un petit peu plus générale, qui concerne plutôt une mode, une tendance que j'ai pu constater, on va dire ces dernières années, surtout dans le cinéma américain, mais aussi dans le cinéma français, c'est-à-dire une tendance à avoir beaucoup de remakes, de reboots de films. Là, c'est encore plus visible aussi avec les séries télé. Par exemple, pour le cinéma français, je pense là au film Le Temps des Secrets qui est tiré du bouquin de Marcel Pagnol. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Ça nous ramène à la nostalgie, ça pourrait potentiellement faire découvrir des classiques, ou est-ce que c'est justement plutôt quelque chose d'assez négatif parce que peut-être synonyme d'un manque de créativité. Voilà. Est-ce que un de vous deux est motivé à répondre à cette question posée par Marie? Bah, je trouve que personnellement, s'inspirer en permanence des auteurs passés, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est un média qui gagne à être développé. Donc si on peut se servir du cinéma pour le transmettre, ça peut être qu'une bonne chose. Je suis d'accord, l'important c'est que le remake ne cache pas le film original, quoi. Si je peux participer histoire d'avoir une réponse complète, moi je vais répondre un peu hors sujet peut-être, mais concernant les jeux vidéo, les remasters, les remakes, on a que ça. Les 2 dernières années, on a eu plus de remakes et de remasters que durant toute l'existence du jeu vidéo réuni. Parce que je ne connais pas les raisons pour le cinéma, mais pour le jeu vidéo, c'est parce que les jeux vidéo sont beaucoup plus chers à produire maintenant qu'avant, et qu'ils sont tout aussi rentables finalement parce qu'ils se vendent aussi bien, et que refaire un jeu qui a déjà été fait, ça coûte pas très cher. Et à titre personnel, ça me gonfle de voir qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de créativité, il n'y a plus d'innovation dans le jeu vidéo, surtout console. Et sur l'industrie du jeu vidéo, je pense que c'est une catastrophe. Ça fait 10 ans qu'on est en pleine stagnation, qu'on n'a pas. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de Mario Kart. On a eu un seul Zelda en 10 ans, en une décennie, pareil. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de Nintendo. Là, on a l'impression que je pars en mode plainte, mais je suis assez pessimiste sur l'avenir du jeu vidéo personnellement, sur le plan de la créativité. Après le cinéma, je pourrais pas vous répondre, Marie. Et Pierre, je vois qu'il repose la question. Je vous laisse, prendre la parole. Je sais pas si c'est sur Batman de nouveau. Alors oui, j'avais une question sur Batman, mais c'est vrai que Alexandre, du coup, ça m'a un peu interpellé cette histoire de jeux vidéo. Je sais qu'on n'est pas du tout là pour parler de ça, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec vous sur tout ce qui est nouveauté, surtout du côté de Nintendo. On est vraiment à la ramasse. On n'a aucune nouveauté. Il n'y a plus de Zelda, il n'y a plus de Mario. On est vraiment à la ramasse, quoi. On pourrait avoir de nouveautés comme, je ne sais pas, Majora's Mask 2 par exemple, qui pourrait sortir. Mais non, à la place, on a des remasters qui, en plus, le pire, c'est que c'est des remasters, mais ça coûte le prix d'un jeu neuf, un nouveau jeu qui pourrait être, par exemple, un nouveau jeu PlayStation tout nouveau. Et c'est le même prix, ce que je trouve déjà très abusé, quoi. Pour le prix que c'est un remaster, oui, c'est plus joli, mais c'est la même histoire que si on l'avait sur une ancienne console. Oh, c'est plus joli, Skyward Sword HD. Oui, c'est voilà, exactement la même chose. Des fois, c'est même pas plus beau, mais bon, c'est un remaster, donc bon, on le fait payer quand même 70 balles, ce que je trouve dans l'abus. Mais du coup, si on en revient sur le sujet du coup de ce soir, j'avais encore une question.
ce serait sur, du coup, pour ceux qui ont vu, encore une fois, le dernier Batman, du coup, sur le méchant de l'histoire. Du coup, on a souvent été habitué à des méchants plutôt iconiques chez Batman, surtout le Joker, du coup, qui est son ennemi numéro un. Et du coup, pour ce dernier Batman, ils ont décidé de changer de personnage et de prendre du coup, alors je sais plus son nom, mais j'imagine que c'est lui, c'est l'homme mystère un peu qui fait des blagues et du coup, enfin, faut trouver à peu près en faisant le détective du coup pour trouver qu'est-ce qu'il a fait en gros. Et j'aurais voulu du coup votre avis, messieurs, sur ce personnage du coup, si vous l'avez vu. euh, à votre avis, est-ce que c'est un bon méchant ou pas par rapport aux anciennes, enfin aux anciens Batman? Je suis un boomer, pour moi l'homme mystère c'est Batman Forever. Et est-ce que parmi vous, ceux qui ont vu le dernier Batman, peut-être que quelqu'un est... Ah bah Raphaël, je vois que vous aviez désactivé votre micro, vous pourriez être apte à répondre à la question. Alors non, moi c'était pour valider ce que tu disais sur l'homme mystère et Batman Forever, parce que je n'ai pas vu le dernier. Désolé. Ah bah, idem. Antoine, peut-être? Oui. C'était quoi la question, excusez-moi? Ce que Ah j'ai bah pensé Pierre, de- je vous laisse ce que le j'ai temps de la pensé- reposer. ce que j'ai pensé de l'homme mystère. Est-ce que c'est un bon méchant? Je crois que c'est ça. Oui, voilà, et je suis désolé. Non, non, du coup, oui, on a beaucoup été habitué à certains méchants iconiques dans la saga Batman, surtout le Joker, Mhm. du coup, ennemi numéro un. Et du coup, j'aurais voulu savoir, du coup, Antoine, si vous avez vu le dernier Batman, qu'est-ce Oui. que vous pensez, du coup, de ce nouveau méchant, du coup, qu'ils ont sorti, enfin, un nouveau, on va dire, ce nouveau personnage, entre guillemets? J'ai trouvé très intéressant. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai trouvé tous les acteurs absolument parfaits. Même Catwoman, qui pour le coup est noire. Je ne pense pas qu'elle soit noire dans les BD Batman. Je ne connais pas son, je dis des conneries. Non, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu comme les Dents de la Mer, c'est-à-dire que c'est le méchant qu'on ne voit pas, quoi. C'est encore plus inquiétant, quoi. Mais j'ai trouvé que le plus gros méchant du film, ça reste la ville, en fait. Ça reste Gotham City. J'ai bien aimé le début, en fait, où justement n'importe quelle ruelle sombre peut être un danger pour Batman, quoi. J'ai pas spécialement été inquiet par le mystère. Je trouve pas spécialement inquiétant. Très bien, voilà la réponse. D'ailleurs, pour moi, l'homme mystère c'était Jim Carrey, je sais pas qui c'est qui fait le nouveau. Je sais pas qui fait le nouveau. Même la chatte noire n'est pas noire d'ailleurs, pour répondre à Catwoman. Du coup, Pierre, je vois qu'il relève la main. Et j'ai à dire, Majora's Mask 2, je trouve ça pas nécessairement pertinent, parce que c'est de 2000, 27 avril 2000 de mémoire à vérifier, et le gameplay est assez dépassé. Moi, je pense qu'il faudrait repartir sur un Breath of the Wild 2, comme c'est prévu, et ça sortira, on espère, en 2023. Un jour, on aura un nouveau The Elder Scrolls, j'imagine d'ailleurs. Pierre, je vous laisse vous exprimer. Oui, du coup, oui, je suis d'accord avec vous, Alexandre, au sujet du coup de tout ce qui est l'univers Zelda. Je suis complètement d'accord du coup avec Antoine sur tout l'aspect du film. C'est vrai que même du coup Catwoman est noire, alors que il me semble que dans les comics elle ne l'est pas. Et c'est vrai que sur tout l'aspect cinématographique, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Mais on a aussi une ambiance nouvelle, je dirais. On est plus ressenti par la menace de Batman, du coup, qui est un gentil de Gotham. On ressent plus la peur, voilà, de tout ce qui est la racaille, L'environnement. entre guillemets. Voilà, L'environnement. voilà, c'est exactement ça. Ouais. Je suis totalement d'accord. Et puis surtout ce que vous avez dit, que l'ennemi ouais, numéro un, c'est Gotham. C'est vrai que dès le début, en fait, tout nous le montre, que ce soit Ouais, du la coup scène ouais, d'intro dehors. est super, moi. Bah, et magique surtout avec du coup sa phrase où est-ce qu'il dit qu'il est partout dans l'ombre, c'est encore plus Ouais. ça met encore plus cette hype, si je pourrais dire. C'est vrai que du coup tout le monde est inquiet, regarde dans la ruelle sombre, savoir si justement il va pas sortir d'un coup. Ouais. Et justement, Alexandre, si je peux rebondir, je trouve ça assez intéressant qu'on nous parle de Marvel, on nous parle de Batman, de films de super-héros, qu'on parle de jeux vidéo. Parce que moi, j'aimerais vraiment poser la question à vos auditeurs, du coup. Quel genre de film vous aimeriez qu'on réalise? Oh, ça c'est intéressant. Première fois que les invités posent une question publique. Écoutez, les auditeurs, je vous laisse lever la main. Vous pourrez répondre dans les commentaires de la vidéo YouTube à ce moment-là, si on prend trop de retard.
Ah mais exactement pour le référencement aussi. Je plaisante. Oui, très bonne idée, très bonne idée. Écoutez, s'il y a quelqu'un d'assez courageux pour lever la main afin de nous dire quel genre de film il aimerait voir, il aimerait que Antoine Bernard réalise, allez-y. C'est une question qui est vraiment intéressante. Sinon, j'en sélectionne un au hasard, attention. Donc Marie, je vous laisse vous exprimer et répondre à la question. Alors moi, je suis la courageuse, donc je réponds. Déjà, peut-être, vu qu'en général, les problématiques, on va dire, des milieux, on va dire, de droite, pour généraliser, c'est d'abord des raisons financières, hein. Donc peut-être voir ce qui peut se faire avec des budgets assez restreints. Et bon, je suis pas experte et tout, mais peut-être se tourner vers des web-séries, essayer de faire des choses propres, mais simples. Potentiellement prendre des acteurs assez jeunes ou débutants. Et Amateur. puis je me dis, bah, peut-être éventuellement parler des sujets qui nous touchent particulièrement, quoi. Moi je sais que, enfin moi je pense par exemple à la réalisatrice Cheyenne Marie Caron, avec un tout petit budget, elle fait des trucs super. Enfin je sais pas si vous avez déjà vu ses films et tout, c'est Ouais. super. On peut prendre ça en exemple, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec un petit budget, sans se prendre trop au sérieux, en imaginant des grands films médiévaux. Enfin bref. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais après, il faut avoir le courage de le faire, quoi. Je suis entièrement d'accord et j'ajouterais même le temps de le faire. Parce que la volonté, on l'a, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, en Bretagne, justement, grâce aux clips que je réalise depuis quelques temps, je commence à avoir un noyau dur de comédiens amateurs, de figurants amateurs, qui, eux, sont vraiment très motivés pour jouer dans les prochaines productions, quoi. Donc, plus on amasse de monde, plus on a chance de faire un film crédible. Sinon, je suis d'accord, il faut effectivement, les web-séries, c'est une très bonne idée. Puis ça permettrait si ça marche, ça permettrait de générer un revenu. Les web-séries, les courts-métrages, les sketchs, mais ça, c'est vrai que il y a le problème du temps, c'est qu'il faut le temps pour le faire, et puis surtout, il faut du financement, quoi. Parce que pendant que moi, je réalise ce genre de choses, je travaille pas, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est des producteurs, c'est des mécènes, c'est des... Voilà. On va dire, c'est une question que je me permets d'improviser comme ça se trouve, elle sera impertinente, mais vous m'excuserez si c'est le cas. Est-ce que l'émergence de plateformes telles que Tipeee, Litchi, etc., permet, vous a aidé personnellement ou aide des gens que vous connaissez à réaliser leurs projets? Bah, moi, je pense à Romain Guérin et à Christophe Bézédache. Eux, ça leur a permis de réaliser leur album déjà, financer quelques clips, mais ça permet pas de vivre, ça permet pas de vivre normalement, quoi. Ce qu'il faut, c'est des producteurs et surtout des grosses distributions, parce que le problème, c'est que nous, on s'adresse à notre communauté. Christophe s'adresse à ses fans. Nous, ce qu'on veut, nous, c'est diffuser nos chansons, diffuser nos films. Et on est bloqué par les algorithmes, par YouTube, par les réseaux sociaux, quoi. C'est ça le gros problème. Parce que même si on met de l'argent dans un film, il n'y aura pas de retour sur investissement, quoi. Et du coup. Surtout si on fait un film politique, mais après on peut être intelligent et puis faire un film apolitique. Ce qu'il faut, c'est d'abord une belle histoire, un bon divertissement et un film qui soit politique malgré tout, quoi. Là, il ne faut pas se lancer à fond. On ne va pas se dire on va faire un film contre les féministes, on va se faire un film contre les immigrés. Ça ne sert à rien du tout, ça. Il faut que ce soit subtil. Ça faut que ce soit subtil, absolument. Je vois l'idée, d'accord. Je pense que c'est une bonne idée de faire de l'idéologie, l'objectif du film. Enfin, ça reste un art à la base, pas un moyen de. Enfin, faut pas le voir uniquement comme un moyen de militantisme. Et c'est comme la chanson d'ailleurs, c'est pour ça que moi je n'aime pas le rap, c'est que c'est trop frontal. Pour moi, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit mélodieux, il faut que ce soit agréable. Moi, j'aimais beaucoup Renaud quand j'étais jeune. Mes préférés, c'est pas les chansons politiques, quoi. Et le cinéma, c'est pareil.
film de L'arme propagande. militant est pas toujours le meilleur. C'est Comment? vrai que souvent les meilleurs réalisateurs sont pas forcément des gens, on va dire, militants, voilà. Ça peut l'être et tout, mais c'est vrai que l'art militant, c'est vrai que c'est connu que c'est rarement réussi, parce que la Bien sûr. personne se focalise sur son message et pas sur le fait que ça va être regardé, ça va être écouté, etc., quoi. Moi, je sais que la web série, je sais qu'à titre personnel, j'avais plein d'idées de scénarios, quoi, mais moi, je pense qu'il y a plein de, franchement, il y a plein de choses à faire subtilement, justement. Moi, je suis assez d'accord avec Antoine Bernard, t'es pas obligé d'y aller en mode bourlingue, quoi. Tu peux faire quelque chose de subtil, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui, moi, j'avais pensé à, je sais pas, une famille qui fait un retour à la terre, qui fait un exode urbain, qui quitte la ville et qui va s'installer à la campagne. Ça pourrait être une idée de scénario, tu vois, ça pourrait commencer comme ça. Et ça fait, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beau, d'intéressant, de subtil, et en même temps, logiquement, ça devrait pas coûter énormément d'argent. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec Il y a aussi, je crois que c'est vous Voilà. qui en parliez tout à l'heure, le fait de refaire des films qui ont déjà été faits. Moi, par exemple, ça me fait penser à Jean de Florette, ça, les citadins qui arrivent à la campagne. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de films qui ont déjà été faits sur ce sujet-là, quoi. Par contre, pour faire des films, de bons films à moindre coût, on pourrait se réinspirer des fan footage. Je pense au projet Blair Witch, qui est le film le plus rentable de l'histoire, qui a littéralement coûté, je crois $400, quelque chose du style. Ouais, j'avais un projet comme ça, mais encore une fois, il faut du temps et surtout, il faut être sûr de son coût, quoi. Parce qu'on n'y consacre pas des mois entiers à un projet qui risque de faire un flop, quoi. Non, mais en même temps, tu prends moins de risques financiers. 400 €, a priori, tu peux quand même les plonger. Ah, bien sûr, mais c'est le temps. Parce que quand tu es réalisateur de métier, le temps que tu consacres à faire un film, tu le consacres pas à faire autre chose, quoi. C'est le problème. Bon, écoutez, c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie tous les trois pour la qualité de vos interventions. Je dis tous les trois parce que on dirait qu'il est mort. J'allais dire, il est dans nos cœurs, mais bon. Daniel a été très actif ce soir. Il a dû nous quitter par un impératif, mais nous le remercions de tout le temps qu'il a investi avec nous. Je vous remercie également Antoine Bernard. C'était votre première fois à l'émission. Raphaël également. Et j'espère que vous avez apprécié le moment passé. J'attends vos retours avec impatience. Et je remercie évidemment les auditeurs d'être venus écouter et d'être venus même intervenir pour certains. N'hésitez pas à adhérer au Parti de la France, c'est très important. Suivez-nous sur YouTube, parlez de l'émission autour de vous. Je tiens à préciser que vous retrouverez le travail d'Antoine Bernard sur son site internet qui sera disponible directement en description de la chaîne YouTube et en commentaire plutôt sur la rediffusion Telegram. Raphaël, vous ne le retrouverez pas. Il faudra qu'il revienne. Nous faire des interventions aussi brillantes que celle-ci. Et j'aimerais dire que je suis là pour Daniel Quarsano. Oui, Raphaël. Non, il peut être à l'occasion. Je trouvais que. J'aimerais dire que je suis un peu en promotion puisque j'encourage vos auditeurs à aller voir le dernier clip de l'Armoricain et de Kiba qu'on a réalisé, Méchant Blanc. Absolument. Sur la chaîne YouTube de l'Armoricain. Il était, Kiba, je ne le connaissais pas, il a été totalement impressionnant d'ailleurs. Il est très impressionnant. J'étais bluffé. Alors j'écoute pas de rap usuellement, mais vu la thématique abordée, vu les paroles et vu la puissance, je n'ai plus qu'apprécier. Voilà, le nationaliste que je suis n'a plus qu'apprécier. Donc voilà, foncez tous sur avoir l'avis de Daniel. J'ai oublié de lui demander. Ah mince, en plus je suis certain qu'il l'a écouté. Ouais, mais il partagera pas car c'est du rap. Ah oui, ça. Ça, oui. Mais bon, il a aimé, je suis certain. Vu le sujet, bon. Ça me paraît compliqué qu'il aime pas. Mais vous me direz en privé ce qu'il a pensé du clip, ça m'intéresse. Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Merci d'être encore venus. Et à la semaine prochaine pour les auditeurs. Et à vous deux, à très vite, je l'espère. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, au revoir. Au revoir.